Bien, si vous voulez bien vous installer, nous allons débuter notre commission. Voilà, et donc vous avez la tribune des étudiants. Voilà, donc je suis très heureux d'être au milieu, voilà, pour pouvoir... on voit pas la différence, c'est ce que je pensais. J'espérais bien qu'on le dise. Bien, en tout cas, nous poursuivons nos auditions au regard de l'enquête que nous avons demandée à la Cour des comptes au sujet de l'accès aux études de santé. Je vous rappelle que la Cour nous a présenté les conclusions de ses travaux le 11 décembre dernier et que nous avons entendu la semaine dernière les conférences des doyens et enseignants des universités. Nous avons donc le plaisir d'accueillir cette semaine les syndicats des étudiants en études de santé. Alors, sont présents autour de la table, et toutes mes excuses si j'accroche les noms. Donc, tout d'abord, M. Julien Bèche-Carrière, représentant l'Association nationale des étudiants en médecine de France. M. Ilan Racotondreni, c'est bon ? Parfait. Représentant l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Ma voisine, Mme Camille Griseri, qui représente l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Mme Nassilati Ali, représentant l'Association nationale des étudiants sages-femmes. Et Mme Louise Langlin, c'est ça, Langlin ? C'est ça. Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de vous être rendus disponibles ce matin pour nous apporter un éclairage sur ces questions. Donc, on a besoin d'avoir le regard des étudiants. Je vous indique d'ailleurs que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande. Je vais vous céder à chacun tour au fur et à mesure donc la parole. D'abord pour un premier propos introductif d'environ 5 minutes, puisque vous êtes nombreux. Et très vite, on rentrera dans les questions. Et je donnerai en priorité la parole à Corinne Imbert, Qualifié, Véronique Guillotin et moi-même, rapporteurs de cette mission d'information. Puis ensuite, nous ouvrirons le débat avec l'ensemble des commissaires. Voilà. Je vous propose que nous débutions directement et je vais peut-être commencer à ma droite, d'accord, par le représentant national des étudiants en médecine générale. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, bonjour à toutes et tous. Je souhaiterais vous remercier du temps que vous nous accordez aujourd'hui, de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui nous est si important pour nous, étudiants en santé. Je me présente rapidement, je suis Julien Bèche-Carrière, étudiant en 4e année de médecine à Toulouse, en césure. Je suis actuellement premier vice-président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, que je représente ici devant vous. 5 ans après la mise en place de la réforme, le nouveau système d'accès aux études de santé ne correspond pas aux attentes et une évolution de la réforme est nécessaire. Les constats d'échec sont nombreux et les résultats espérés par tous sont largement en deçà de nos espérances. En effet, la réforme, telle qu'elle fut conçue en 2019, se fixait de multiples objectifs qu'elle n'a pas su atteindre. Pour ne citer que les objectifs principaux, faire de l'accès aux études de santé une année formative et non sélective, faciliter la poursuite d'études, réduire les risques psychosociaux des étudiants, limiter le gâchis humain, et j'en passe. Ce cahier des charges, dont les intentions étaient ambitieuses et louables, soutenues par notre fédération, je le rappelle, n'a clairement pas répondu aux attentes. Les échecs sont nombreux. D'abord, une évidente complexification de l'entrée dans les études de santé. Ce manque de lisibilité, en résultant, pénalise grandement les lycéens et les étudiants qui, toujours aujourd'hui, ont beaucoup de mal à comprendre le système PASSLAS. Ensuite, le sentiment d'injustice et d'inéquité, largement partagé par les étudiants en première année subissant cette réforme. La faible diversification des profils, par ailleurs, que ce soit du point de vue socio-économique et géographique. Plus tristement, enfin, un mal-être et une souffrance toujours bien réels en première année. Il y a aujourd'hui urgence à agir. Face à ce tableau désolant, nous voyons plusieurs axes de travail à engager rapidement. Nous émettons ainsi des solutions qui se veulent pallier ces nombreuses difficultés. D'abord et en priorité, c'est de répondre au problème de lisibilité et de complexification d'entrée dans les études de santé. Comme vous le savez très bien, c'est une des priorités formulées par la Cour des comptes qui place au sommet de ses recommandations la nécessaire et urgente simplification du système. Nous proposons donc un retour à une voie unique et commune. Il ne faut pas entendre ici un retour à la PACES. La PACES fut unanimement décriée pour le gâchis humain et la pression psychologique néfaste qu'elle imposait aux étudiants. Cette voie unique et commune, que nous souhaitons, véritable socle d'entrée dans les études de santé, sera un tremplin d'une dynamique d'interprofessionnalité future. Ensuite, les trop nombreux problèmes de communication entre les facultés de santé et les autres facultés disciplinaires engendrent de la confusion et pénalisent injustement les étudiants, notamment ceux en LAS.
En effet, les LAS ne sont pas sous l'égide des facultés de santé, vous le savez, et bénéficient dès lors d'un accompagnement moindre que les étudiants en PASS. Le niveau de réussite de ces étudiants s'en fait ainsi ressentir. Un principe de bon sens et de cohérence s'impose donc. Cette voie d'accès commune et unique doit être gérée de manière centralisée par les UFR Santé. Sur le plan pédagogique désormais, la part des enseignements dédiés à la santé dans la formation nous paraît une problématique majeure. En effet, nous nous questionnons sur le peu d'enseignements en sciences biomédicales présents dans les maquettes pédagogiques d'ELAS pour des étudiants souhaitant s'orienter in fine dans des formations de santé. Il existe ainsi une double injustice. Première injustice, des étudiants moins bien préparés que d'autres pour leur poursuite d'études en santé. En conséquence, l'hétérogénéité au sein des promotions de deuxième année et le plus haut taux de redoublement des étudiants provenant de l'AS démontrent la nécessité d'octroyer plus de place à ces enseignements santé cruciaux. Ensuite, deuxième injustice, un classement réalisé arbitrairement, à l'aide de formules mathématiques incomprises, sur des enseignements sans rapport avec la santé. C'est la problématique d'interclassement abordée par certaines conférences des doyens. De fait, le classement des étudiants doit impérativement se faire sur des enseignements communs, ceux de la santé. Cette proposition est d'ailleurs partagée par la conférence des doyens de médecine. Une autre problématique évidente de cette réforme fut l'absence de pilotage adapté aux enjeux et d'une concertation appropriée des parties prenantes. Le résultat engendré, vous le savez, c'est un système qui est hétérogène nationalement et qui est imposé à la fois aux facultés et aux étudiants. Il est donc nécessaire que cette évolution de la réforme qui commence s'ancre dans la concertation à la fois des facultés, des universités, mais aussi des étudiants premiers concernés. Un dialogue interministériel, la mise en place rapide de groupes de travail, de discussion et de comités de pilotage périns dans le temps s'impose aujourd'hui comme une évidence. Pour conclure mon propos, déjà un peu long, il est aujourd'hui une chose dont nous sommes collectivement tous conscients ici. L'évolution urgente des modalités d'accès aux études de santé. Une priorité s'impose, celle d'une voie commune et unique d'accès aux études de santé, gérée uniquement par les facultés de santé et proposant majoritairement des enseignements en lien avec la santé. Ce nouveau système devra faire preuve par-dessus tout de cohérence, de lisibilité et d'équité. Ces principes devront être les axiomes des futurs travaux que nous engageons. Ces travaux devront être menés dans la concertation de toutes les parties prenantes, que ce soit les universités, les facultés, mais surtout les premiers concernés, les étudiants. Merci. Je vous remercie pour ces propos clairs. Je vous donne la parole maintenant donc, en tant que représentant des étudiants en pharmacie. Déjà, bonjour à tous, chères sénatrices, chers sénateurs, messieurs les commissaires, monsieur le président. Déjà, je souhaitais vous remercier pour cette invitation et également vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2025. Pour me présenter rapidement, je m'appelle donc Ilan Racoton-Dreny, je suis étudiant en pharmacie en filière officine en 6e année à Bordeaux. Et aujourd'hui, donc, je représente les étudiants en pharmacie. Je m'attarderai, je rejoindrai beaucoup des propos que mon collègue Julien a pu exprimer aujourd'hui. Je vais surtout m'attarder sur certains points qui touchent particulièrement la pharmacie. Dans un premier temps, vous en avez entendu parler. Donc je vais revenir sur des chiffres qui nous semblent aussi très importants. 1800 places vacantes en pharmacie depuis l'application de la réforme PASS-LAS. Ce chiffre suscite l'inquiétude pour tous les partis. Mais nous pensons surtout qu'il est important de les replacer dans leur contexte. Aujourd'hui, ces 1800 places vacantes nous pouvons comptabiliser ces 1800 places vacantes sur 3 ans. 1100 places vacantes en 2022, 471 en 2023 et 293 à la rentrée 2024. On observe donc une résorption de ces places, même si l'impact sur les prochaines générations reste préoccupante. Et il est important aujourd'hui de prendre en considération ces places vacantes et cette évolution pour l'évolution notamment du système de santé de demain. Mais il est à noter que la plus grosse partie de l'hémorragie est déjà passée. Nous souhaitons revenir quand même sur certaines données. Une donnée qui est à prendre en compte, qui provient notamment du rapport RERS de 2024, donc repères et références statistiques, qui montre une augmentation de près de 9000 étudiants en pharmacie depuis 2013, soit quasiment 10 ans aujourd'hui. Nous sommes à 31 770 étudiants en 2023 inscrits en études de pharmacie. Ces données soulignent quand même une dynamique d'évolution, mais aussi un défi majeur. Il faut assurer une formation qui soit lisible, efficace et attractive.
Pour revenir un petit peu sur notre sujet, en plus d'un changement de système de recrutement qui est appliqué de façon hétérogène et lacunaire, nous avons augmenté les places en formation. Aujourd'hui, nous avons deux impératifs. Un impératif à court terme, des impératifs à court terme et des impératifs à long terme. À court terme, il faut limiter les places vacantes que nous pouvons déplorer aujourd'hui. Et notamment, cela peut passer par la réouverture des autorisations de reversement des places entre les PASS et les LAS. Pour vous citer un petit peu quelques témoignages, en tant qu'étudiants engagés, nous sommes présents en salon étudiant et nous pouvons, nous pouvons discuter avec des étudiants qui sont en première année. Et ce que nous avons pu noter notamment, c'est que des étudiants avec un très bon dossier de PASS qui auraient pu être reçus en PASS, aujourd'hui sont refusés malgré des places qui restent vacantes. Il y a donc une nécessité d'agir rapidement, mais ce n'est pas la seule solution. Nous pouvons également augmenter la communication et notamment la promotion des études de pharmacie et des débouchés des études de pharmacie. Pour citer un projet que nous menons, soutenu notamment par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, il s'appelle Bouge ta pharma. C'est un projet de communication qui a pour vocation justement de promouvoir les études de pharmacie. Pour atteindre ces objectifs, nous défendons donc une voie unique et commune d'entrée dans les études de santé. Cette réforme doit être clarifiée, stabilisée et surtout orientée vers les attentes des étudiants et les besoins du système de santé. Nous avons quand même une inquiétude majeure, l'ajout d'une nouvelle voie d'accès aux études de santé et notamment la voie d'accès directe qui est proposée aujourd'hui par la Cour des comptes en tant qu'expérimentation. Nous l'avons dit, un seul objectif, simplifier, clarifier et renforcer la visibilité de la pharmacie. C'est ce qui doit être notre priorité. Or, empiler des dispositifs sans vision globale ne fera que complexifier l'accès à ces études. Le manque de visibilité de nos études en pharmacie et de ses débouchés est un sujet qui nous préoccupe car il est un frein à l'attractivité de la pharmacie. Nos études souffrent d'un déficit d'information et d'après une enquête que nous avons menée auprès de nos étudiants, des étudiants que nous représentons, donc 30 000 étudiants en pharmacie, nous avons pu noter moins de 6% des étudiants qui se disent satisfaits du niveau d'information reçu au lycée concernant les débouchés des études de pharmacie. Ce taux augmente un petit peu lorsque l'on passe du coup sur la première année d'études en santé avec 43,23% des étudiants qui sont satisfaits du taux d'information sur les débouchés de ces études. Le problème est clair, la pharmacie est méconnue avant l'entrée en études de santé et encore mal comprise une fois intégrée. D'ailleurs, nous aurons également du coup une conférence de presse au sujet de cette enquête, à laquelle du coup je vous invite également si vous souhaitez du coup avoir plus connaissance de ce rapport. Notre enquête donc réalisée auprès des étudiants en pharmacie distingue deux profils notamment, ceux qui ont choisi dès le départ la pharmacie et ceux qui ne savent pas encore s'ils souhaitent aller en pharmacie et dans quelle filière de santé s'orienter. Nous avons pu comptabiliser à peu près 60% d'étudiants qui sont passés par le système PASS-LAS, qui ont choisi en premier vœu les études de pharmacie. Et on note quand même une différence avec le système PASSES, où nous avions à peu près 40% d'étudiants qui avaient choisi en premier vœu les études de pharmacie. Nous plaidons donc une voie unique et commune, qui soit combinée à un module de découverte des métiers, aujourd'hui insuffisamment développé. Ces modules sont cruciaux pour guider et conforter les étudiants dans leur choix dès la première année. Et je reviendrai du coup sur un propos que Julien a pu tenir. Nous devons refuser une approche purement démographique des réformes. Réduire les places vacantes ne suffira pas si nous ne réfléchissons pas à la structuration et à l'avenir des études de santé. Nous soutenons également cette interdisciplinarité que peut proposer une voie commune et unique d'entrée dans les études de santé. Pour conclure mes propos, l'ensemble des étudiants en pharmacie soutiennent la mise en place d'une voie unique et commune d'entrée en études de santé. Ce n'est pas seulement une réforme structurelle, c'est aussi un impératif pour garantir une orientation efficace, une formation de qualité et une meilleure prise en charge des patients demain. Merci beaucoup. Merci pour vos propos. Je donne maintenant la parole en tant que représentant des étudiants en chirurgie dentaire. Bonjour à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Camille Grisery, je suis étudiante en 4e année de chirurgie dentaire à la faculté de Nantes et je suis vice-présidente chargée des affaires académiques à l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est un honneur d'être ici au Sénat.
pour porter la voix des étudiants en chirurgie dentaire, mais également la voix des étudiants en études de santé en général. L'UNECD a pu se positionner aux côtés des autres fédérations de filières pour porter une voix unique et commune pour la première année des études de santé. C'est cette première année, qui doit impérativement rester commune aux 5 filières, est la porte d'entrée d'un système de santé qui repose sur l'interprofessionnalité entre futurs professionnels de santé qui doivent se former ensemble. Il nous semble urgent et nécessaire de modifier le modèle PASLAS actuel pour le simplifier, pour en améliorer la lisibilité. Les incompréhensions face à ce modèle se multiplient, que ce soit au niveau des lycéens, dès les premiers choix d'orientation de l'étudiant, ou que ce soit au niveau des étudiants en première année eux-mêmes qui ne comprennent pas l'entièreté des modalités et des subtilités de cette réforme. Il nous semble urgent et nécessaire de modifier le modèle PASLAS. Et une autre problématique qui a été soulevée par le rapport de la Cour des comptes concerne les départs à l'étranger des étudiants n'ayant pas réussi à faire leur première année, qui n'ont pas réussi leur première année de santé en France. Ces étudiants sont de plus en plus nombreux à partir se former dans les établissements privés dans d'autres pays pour des formations qui sont très onéreuses et qui ne vont pas dans le sens de l'égalité des chances, un principe que nous défendons fermement. La formation n'assure pas toujours le même niveau de formation également. Nous avons conscience que la profession des chirurgiens-dentistes fait face à une pénurie de praticiens importante et croissante, avec plus de 50% des nouveaux chirurgiens-dentistes inscrits à l'ordre qui n'ont pas fait leur formation en France. Si notre filière n'a pas de problème d'attractivité, il faut quand même permettre à plus d'étudiants de faire leurs études de chirurgie dentaire en France. Et cela n'ira pas sans une augmentation des équipements et des enseignants qui encadrent la formation. Une formation qui se fait aujourd'hui dans des services qui sont saturés pour beaucoup. Nous verrons l'effet de l'ouverture des nouvelles facultés d'ici quelques années, et nous encourageons cet effort qui peut être encore approfondi. Si un changement de modèle est nécessaire, il ne doit cependant pas s'opérer dans la précipitation. C'est une erreur qui n'a pas permis en 2020 aux universités de correctement se préparer et de correctement mettre en place cette réforme PASLAS. Il en a résulté une grande hétérogénéité sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des filières MMOPK se tient entièrement disponible pour échanger avec les instances et pour co-construire la suite du modèle PASLAS pour que la voix des étudiants soit elle aussi prise en compte. Merci. Très bien, merci pour vos propos. Maintenant, la parole à Madame Ali, qui représente les sages-femmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices, je m'appelle Nassi Lati, étudiante sage-femme en 5e année à Montpellier, en césure cette année pour mon engagement étudiant. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'attention portée à ce sujet fondamental qui est l'entrée dans les études de santé. Comme mes collègues l'ont souligné, cette question est essentielle et nous espérons que nos échanges permettront d'apporter des solutions concrètes. L'un des points les plus préoccupants mis en lumière dans le rapport de la Cour des comptes est la situation des places vacantes en maïeutique. En 2023, plus de 9% des places sont restées inoccupées. En 2024, nous sommes à 8% de places vacantes. Cette situation est exacerbée par l'absence de révision urgente et de prolongation du décret de fongibilité, qui permettait une meilleure redistribution des places entre la filière PASS et LAS. À titre d'exemple, à Lille, pour la rentrée 2024-2025, 10 places sont restées vacantes puisque pas assez de LAS admis et ces places n'ont pas été redistribuées au PASS, compromettant ainsi la formation future des sages-femmes alors que la pénurie persiste. Il est crucial de maintenir une voie d'accès unique et commune pour les filières de santé. Pourquoi ? Parce que près de 47% des étudiants sages-femmes découvrent la profession au cours d'une année de candidature en PASS ou LAS. Supprimer cette voie d'accès, comme le suggère le rapport de la Cour des comptes, reviendrait à invisibiliser davantage un métier déjà mal connu et souffrant de nombreux préjugés. En effet, ce problème s'inscrit dans une crise plus large de reconnaissance et d'attractivité de la formation et du métier de sage-femme. L'enquête attractivité réalisée en 2023 par la NESF démontre que 72% des étudiantes sages-femmes perçoivent comme frein principal à leur engagement initial dans la formation un manque de reconnaissance du métier. La méconnaissance du rôle des sages-femmes dans la société, souvent limitée à l'accouchement dans l'imaginaire collectif, est un facteur clé de cette crise. Pourtant, être sage-femme, c'est bien plus. C'est une profession médicale qui accompagne les femmes dans leur santé gynécologique, assurer la surveillance médicale des grossesses et bien d'autres missions telles que l'orthogénie, l'accompagnement à la procréation médicale assistée et la gynécologie. Cela est d'autant plus visible sur le rapport de la Cour des comptes qui se trompe sur la durée de nos études mentionnées à 5 ans, alors que depuis la loi Chapelier 2023, c'est en 6 ans.
Les étudiants sages-femmes découvrent la profession tardivement. Pendant cet accès aux études communes de santé, en effet, seulement 20% des lycéens ont une vision claire du métier avant de faire leur choix d'orientation. Il est donc impératif de maintenir un accès commun aux filières de santé pour encourager une découverte interprofessionnelle et éviter d'aggraver la désaffectation pour certaines disciplines. L'attractivité de la profession dépend également des conditions de formation. À ce jour, les étudiants sages-femmes ne bénéficient ni d'indemnités kilométriques suffisantes, ni de logements adaptés lors des stages, malgré des trajets de plusieurs centaines de kilomètres par an. Par ailleurs, les dispositifs comme les contrats d'engagement étudiants sont encore largement insuffisants pour répondre aux besoins de certains étudiants et rendre certaines zones périphériques attractives. Enfin, il est crucial de renforcer l'interprofessionnalité de la formation en permettant aux étudiants et étudiantes de collaborer avec d'autres professionnels de santé. Cela s'avère d'autant plus nécessaire dans un contexte où la coordination des soins devient centrale. En conclusion, nous appelons à des actions ambitieuses qui passent par une meilleure promotion du métier dès le secondaire, une amélioration des conditions de formation et de stage, une reconnaissance accrue du statut médical des sages-femmes, le maintien d'une voie unique et commune pour promouvoir la diversité et l'interprofessionnalité dans les formations de santé, instaurer une gouvernance nationale et territoriale claire, garantissant l'équité et un soutien aux étudiants dans tous les territoires. Ces mesures sont non seulement nécessaires pour créer des vocations, mais également pour garantir la qualité des soins dans notre pays. Merci pour votre attention et nous restons disponibles avec l'ensemble des fédérations pour toute autre question. Merci pour vos propos. Et pour terminer, donc, la parole à Madame Langlin, qui représente les étudiants en kinésithérapie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louise Langlin, je suis étudiante en kinésithérapie en 4e année à Nantes et cette année je suis présidente de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en kinésithérapie. Premièrement, je vous adresse également mes meilleurs vœux en ce début d'année 2025. Nous souhaitons déjà vous remercier de nous laisser introduire ces quelques propos liminaires et de votre intérêt pour ce pilier du système de santé que représentent ces portes d'entrée. Aujourd'hui, nous souhaitons commencer par évoquer que la filière kinésithérapie est bien souvent invisibilisée dans cette réforme. Peut-être même vous demandez-vous pourquoi je suis ici devant vous. Elle n'est en effet regrettablement pas présente au sein du texte cadre de cette réforme d'entrée en études de santé, alors même que ce sont chaque année plus de 2000 étudiants et étudiantes qui entrent en études de kinésithérapie via cette entrée commune dans les études de santé qu'est le PASLAS, soit l'écrasante majorité des étudiants et étudiantes en kiné. Le travail des étudiants en santé sur ce sujet depuis de nombreuses années est donc mené communément avec toutes les fédérations MMOPK ainsi que la FAGE. Pour exemple, nous avions été auditionnés pour le rapport de la Cour des comptes que nous avons lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt et déplorons malgré tout le sentiment de négligence laissé par l'oubli total de la mention de la filière kinésithérapie, pourtant tout aussi concernée et impactée par cette réforme et ses évolutions que les filières MMOP. Les fédérations MMOPK rappellent leur volonté que la filière kinésithérapie soit pleinement intégrée au sein des arrêtés relatifs à la réforme d'entrée en études de santé, afin que la place de la filière au sein de cette dernière ne soit plus invisibilisée. Ainsi, je tenais, au nom des 13 000 étudiants et étudiantes en kinésithérapie, à vous remercier de nous auditionner aujourd'hui en tant que seule instance les représentants pour porter leur voix et leurs perspectives communes avec toutes les filières MMOPK dans le cadre de cette table ronde. L'entrée dans les études de santé doit répondre aux problématiques d'un système de santé qui devra soigner de plus en plus de monde. Elle doit refléter, dès les premières pierres du parcours de formation des futurs professionnels de santé, l'importance de l'interprofessionnalité comme une des clés pour répondre à ces défis. Les futurs professionnels de santé ont non seulement l'envie, mais aussi maintenant le besoin d'apprendre à se connaître et à travailler communément. Cela passe par du temps d'échange et de réflexion partagée, en se côtoyant, en partageant des enseignements communs et en découvrant réellement toutes les professions, notamment via ce module de découverte des métiers dont Ilan vous a parlé juste avant. Comment peut-on imaginer sereinement fragmenter une voie commune qui permet de bâtir un socle de connaissances communs, mais surtout une réelle culture commune de la santé ? Cette approche partagée permet à chaque étudiant de découvrir non seulement les professions auxquelles il peut aspirer sans hiérarchie préjugée, mais aussi celles avec lesquelles il coopérera, qui seront essentielles pour assurer un parcours de soins cohérent et efficace à ses futurs patients. Comme mes futurs confrères et consoeurs ont pu l'exprimer auparavant, l'enjeu de lisibilité de l'entrée dans les études de santé est immense et il est actuellement largement desservi dès lors que des multitudes de voies parallèles coexistent. Du fait du non-rattachement au même arrêté encadrant l'entrée dans les études de santé, pour un lycéen qui souhaite s'orienter vers la kinésithérapie,
Il faut s'imaginer que ce système déjà illisible à deux têtes est parasité par toutes sortes de voies d'entrée qui diffèrent selon les territoires et d'année en année. Alors il y a la possibilité de rentrer par un pass ou une LAS, mais aussi par une simple première année de licence qui est actuellement hors santé, parfois STAPS, parfois biologie, dans certaines universités qui coexistent, voire concurrencent le système déjà difficilement lisible du pass LAS. Ajoutez à cela des tentatives expérimentales de première année où la kinésithérapie est parfois exclue des voies MMOPK et se retrouve accessible après une première année en commun avec d'autres professions de rééducation. C'est à ne plus rien y comprendre pour les lycéens qui souhaitent devenir kinésithérapeutes et créer une arrivée difficile en deuxième année pour ces étudiants n'ayant pas les mêmes acquis. Ainsi, faire coexister des voies parallèles propres à une filière, en dehors de la voie commune, n'est pas une solution et nous en dressons actuellement le lourd constat pour la filière kinésithérapie. Une voie d'entrée unique permettra de tracer un chemin clair, une entrée sereine dans les études supérieures pour les lycéens en pleine construction de leur parcours, sans faire peser sur leurs épaules la pression d'un choix d'une simple voie d'entrée perçue comme un choix cornélien, primordial et décisif pour le reste de leur projet professionnel. Ces conditions, en effet, favorisent un choix stratégique, parasitant et obnubilant les étudiants sur ce dilemme, plutôt que sur une réflexion autour de leur volonté d'orientation et de leur processus de création d'un projet professionnel qui était, on le rappelle, un des objectifs initiaux. Dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des maladies chroniques, le besoin de kinésithérapeutes qualifiés est en hausse. La profession de kinésithérapeute est une profession qui attire jusqu'ici beaucoup de jeunes. Pourtant, les obstacles pour y arriver en France se multiplient. Après l'année commune de sélection passée, les étudiants se retrouvent affectés selon leur lieu d'habitation, sans possibilité de choisir, dans des établissements dont le coût de diplôme varie de 800 à 40 000 euros. Beaucoup seront aussi éloignés des campus universitaires et tous subiront, une fois diplômés, des restrictions d'installation. Face à cela, de nombreux étudiants décident de se tourner vers l'étranger pour devenir kinésithérapeute et certains même de renoncer à devenir professionnels de santé. Entre complexité de lisibilité de l'entrée et études semées d'obstacles, malgré l'attrait pour notre profession, il en va de l'attractivité de notre filière et de l'accès futur aux soins de kinésithérapie d'agir, et urgemment. Il est donc nécessaire que cette première année ne paraisse plus comme un frein supplémentaire ni une source d'anxiété, mais bien comme une opportunité d'accéder aux études MMOPK dans un processus d'orientation plus global, tout en construisant un socle de connaissances solide et utile pour la suite de son parcours. Aussi, pour ne pas retomber dans le gâchis humain qu'était la PACES, il est important de permettre à toutes les personnes qui rentreront dans les études supérieures par cette voie de se construire un parcours d'orientation continu, qu'ils rentrent en études MMOPK ou non. En ce cas, ils pourront poursuivre leur parcours dans la filière hors santé, qu'ils auront choisi intentionnellement et qu'ils pourront approfondir et personnaliser en y valorisant les connaissances acquises dans les enseignements de santé. Pour conclure, les étudiants en kinésithérapie sont donc très attachés à cette entrée commune dans les études de santé et y revendiquent aussi leur place dans tous les processus décisionnels qui entourent ces évolutions. Il est donc urgent d'agir pour que les étudiants ne souffrent plus de cette entrée, mais bénéficient de son caractère apprenant et riche. Au local comme au national, les étudiants concernés doivent être impliqués dans les réflexions et comités de pilotage de la réforme pour apporter leur expérience et permettre des évolutions pertinentes et adaptées au public qu'elles visent. Lisibilité, sérénité et équité devront être les mots d'ordre d'une entrée dans les études de santé MMOPK qui se veut pérenne et qui attirera et valorisera nos belles professions de santé. En ce sens, je vous remercie tout particulièrement pour votre écoute et nous restons disponibles pour tout échange. Merci pour ces propos dynamiques. Voilà, très bien. Alors, nous allons maintenant, après vos interventions, donner la parole aux différents rapporteurs et sénateurs. On va prendre plusieurs questions, d'accord, et puis on refera de nouveau le tour des 5 intervenants. Et je vais peut-être lancer le débat avec une première question. Vous avez tous évoqué la mise en place d'une loi unique qui soit hétérogène, enfin plutôt homogène sur l'ensemble du territoire national. La Cour des comptes a évoqué une première année de cette voie unique, d'une première année de licence basée plutôt sur des études scientifiques, et en même temps en laissant la liberté aux universités qui sont un système TULAS de continuer par ce système-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette différenciation ? Est-ce que vous pensez que sinon, c'est deux systèmes qui seront encore parallèles ? J'aurais voulu avoir votre point de vue sur cette première année, donc particulière plutôt générale, et deux, sur le double système, licence à la fois santé, mais également un système TULAS. Voilà, ce sera la première question. Et je donne ensuite la parole à Corinne pour la deuxième question. Les deuxièmes questions. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les 5 pour vos propos introductifs.
Je vais rebondir sur la première question du président en vous demandant ce que pensent vos collègues étudiants dans des UFR santé où le TULAS s'est appliqué. Je parle bien du UFR santé. Je reviens également sur le rapport de la Cour des comptes, vous l'avez tous évoqué, et donc la proposition, et j'ai bien compris la position des représentants de la filière pharma et sage-femme, sur d'avoir une entrée directe pour une première année pharma, par exemple. Pourquoi ne soutenez-vous pas la mise en place d'un tel accès direct? Vous avez tous parlé de manque de lisibilité. Là, ça paraît alors peut-être trop simpliste, hein, je ne sais pas, mais on est là pour échanger. On apporterait une grande lisibilité, parce que voilà, là, vous pouvez faire pharma direct, là, vous pouvez faire maïeutique. Et donc, pourquoi vous ne soutenez pas cette proposition? Ilan a évoqué la part des étudiants dont le premier choix était pharmacie, en entrant dans la filière santé, en première année santé. Pour les autres disciplines, les autres professions de santé, est-ce que vous avez cette estimation du nombre d'étudiants, la part des étudiants qui ont choisi en premier choix la filière dans laquelle ils se retrouvent ensuite en deuxième année, que ce soit médecine, dentaire, maïeutique ou kiné, à l'instar donc de ce qui nous a été dit pour la pharmacie. Et puis je vais aller au bout de la chaîne, parce que même si on est là pour parler des difficultés, et on est tous d'accord pour se dire qu'il y a urgence à revenir sur cette réforme, qui est très jeune, elle n'a que 4 ans, mais on voit bien les complexités que ça a apportées. Je vais aller au bout de la chaîne, savoir si en tant qu'étudiant, vous avez une approche, parce que ça nous interroge aussi, et ça revient quand même aux entrées en études, hein, de la part des jeunes diplômés qui n'exercent pas la profession pour laquelle ils ont été formés. Ça peut vous paraître lointain, mais on a une idée en médecine notamment. On voit bien qu'en pharmacie, même s'il y a plus d'étudiants, ça coince quand même. Aujourd'hui, trouver un pharmacien adjoint, ce n'est pas si simple que cela. Donc ça interroge aussi, parce qu'on parle de lisibilité, mais il faut aussi, et d'information, bien sûr, hein. Mais en quoi, à un moment donné, alors c'est peut-être pas l'objet de la mission, mais quand même, on ne peut pas ne pas s'interroger là-dessus. Parce que former plus d'étudiants pour des professions de santé, si à la fin de la fin, une part importante, mais même si c'est que 10 ou 15%, alors ça peut être des choix professionnels individuels qui ne remettent pas en cause les études, bien évidemment, mais quand même, et on en revient au choix, au premier choix, à ce qu'on a envie de faire, est-ce que vous avez un regard là-dessus ou pas du tout, parce que vous en êtes, sans être très loin, parce que vous êtes tous bien avancés dans vos études, mais est-ce que vous parlez de cela avec vos homologues? Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vous remercie encore pour vos futures réponses. Je vais vous donner la parole. L'idée, c'est vous êtes 5, hein, donc 2 minutes, ce serait bien, 2-3 minutes, et après, on continue les questions. Et là, je vais commencer par, comme Corinne vient d'intervenir, je vais commencer par notre représentant des étudiants en pharmacie. Alors, déjà, merci beaucoup pour toutes vos questions qui sont très intéressantes et auxquelles je vais pouvoir du coup répondre. Déjà, pour répondre à votre première question, Monsieur le Président, concernant un système parallèle, donc une première année générale, du coup, dans un système de licence en parallèle, donc avec des LAS qui seraient appliqués, ou un système tout LAS. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a quand même des problématiques à noter, que ce soit sur le système LAS comme le système PASS. Nous avons, et je recite encore mes propos, les propos de mes collègues, nous avons la nécessité d'avoir une première année qui soit lisible et claire pour les étudiants, afin de redonner de l'attractivité à l'ensemble des études de santé. Cette confusion, ce manque de compréhension du système de la première année crée une peur chez les étudiants et chez les lycéens notamment. Et on a pu rencontrer énormément de lycéens, de collégiens et de parents sur les salons étudiants notamment, auxquels on participe régulièrement. C'est parfois difficile de réussir à leur faire comprendre comment fonctionne le système. Et certains même, et pour avoir eu la question, certains parents m'ont carrément demandé à certains moments, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant que j'inscrive mon fils en Espagne plutôt qu'en France, où j'assurerai au moins sa formation? Donc la question première, c'est surtout
Nous avons besoin aujourd'hui d'un système qui soit lisible, compréhensible et qui soit juste. J'ai entendu le terme, mais en effet, je rejoins ce terme tout à fait. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à vos deux questions? Super. Merci beaucoup. Pour revenir du coup sur vos différentes questions, Madame la sénatrice, Madame Imbert, aujourd'hui nous avons quelques retours en effet d'étudiants qui sont dans un système du FR Santé, TOULAS notamment, et nous avons pu observer notamment des disparités. Notamment, et ça avait pu être évoqué par les différents représentants des conférences des doyens lors de l'audition la semaine dernière, nous avons des disparités sur les études et les différentes classes, étant donné que les choix ne sont pas forcément faits par attrait pour la licence, mais plus de manière stratégique pour réussir à rentrer en deuxième année. Une stratégie que l'on pouvait retrouver dans les systèmes précédents également. Mais aujourd'hui, la disparité se fait aussi sur les caractéristiques de ces différentes licences. On peut observer notamment de grandes disparités sur les enseignements qui sont proposés, mais aussi sur les plannings universitaires. Énormément d'éléments en fait qui vont créer une différence entre les étudiants et en fonction des licences, en tout cas des LAS dans lesquelles ils sont intégrés. Concernant du coup la question sur la première année, l'expérimentation, la proposition d'expérimentation de première année d'accès direct en pharmacie qui a été proposée notamment dans le rapport de la Cour des comptes. Et d'ailleurs, je remercie la Cour des comptes pour ce rapport qui est très exhaustif et qui balaye énormément de champs très intéressants. Je citerai trois arguments qui nous semblent assez importants. Premièrement, une rupture de l'égalité des chances. L'introduction d'une voie d'accès direct à la première année de pharmacie engendrerait une sélection qui est biaisée, basée sur les seuls dossiers scolaires, notamment du coup via une sélection sur Parcoursup. En favorisant les lycéens issus d'établissements favorisés, on risquerait donc d'exclure des étudiants tout aussi capables de devenir pharmaciens. Cette sélection irait à l'encontre de l'objectif même de la réforme actuelle, de diversifier les profils. De plus, les lycéens ne sont pas toujours suffisamment matures pour faire un choix aussi déterminant, si tôt dans leur parcours. Je citais tout à l'heure les étudiants qui savent et les étudiants qui ne savent pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'assurer une orientation pour ceux qui savent et de conforter les étudiants qui ne savent pas. Comme on avait pu l'exprimer, moins de 6% des lycéens, en tout cas des étudiants en pharmacie aujourd'hui, estiment qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les débouchés de la pharmacie au lycée. Nous parlions tout à l'heure de réorientation et de fuite des étudiants justement qui ont fait un parcours pharmacie. Nous ne souhaitons pas que les étudiants qui sont intégrés dans les études de pharmacie se réorientent vers d'autres études ou quittent les études de pharmacie de manière générale. Le deuxième argument concernant la première année pharmacie, c'est une complexification de la voie d'entrée aux études de santé. C'est un argument que j'utilisais tout à l'heure. Nous poursuivons un objectif de simplification et de lisibilité de la réforme des études de santé. Ajouter une nouvelle voie viendrait alourdir encore davantage un système qui est déjà complexe, au lieu de le rendre plus fluide et accessible. Et je reviendrai également sur le troisième argument. En multipliant les portes d'entrée, nous risquons aussi d'accroître encore davantage des disparités au niveau des étudiants intégrés en études de pharmacie, où on voit déjà des niveaux qui sont hétérogènes entre des étudiants qui proviennent de PASS et des étudiants qui proviennent de LAS. On peut noter notamment un taux de redoublement pour des étudiants issus de LAS 1 en deuxième année de pharmacie qui est à 17% aujourd'hui, et un taux de redoublement pour des étudiants issus de PASS qui est à 9% en deuxième année. Donc on voit déjà qu'il y a une disparité. Cette troisième voie d'accès viendrait du coup ajouter cette disparité. Donc aujourd'hui on a deux objectifs, une orientation qui est progressive et un accès équitable. L'enjeu c'est pas de créer de nouvelles voies expérimentales, mais bien de garantir un système plus juste, plus lisible et plus pérenne. Nous devons permettre aux étudiants de mûrir leurs projets et d'intégrer la filière pharmacie en pleine connaissance de cause. C'est pourquoi l'expérimentation en tout cas nous inquiète à ce sujet-là. Très bien. Je vais peut-être continuer. Merci. Madame Ali, on a évoqué tout à l'heure vos professions. Je vous donne la parole tout de suite. Pour répondre à la question de la première année directe en maïeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre problème principal, c'est pas le manque de candidature, factuellement parlant, c'est déjà le manque de connaissance de cette filière-là. Quand on sait qu'au lycée, on a que seulement 20% des étudiants sage-femme à l'heure actuelle qui savaient qu'ils allaient rentrer en études de sage-femme au lycée, c'est trop peu, et on a
quasi une étudiante sage-femme sur deux qui s'est dit avoir connu cette formation quand il ou elle était durant cette première année de PASLAS. Donc, si on enlève cette première année commune, on a plus de la moitié des candidatures qui seraient enlevées. Et là, le problème principal qu'on a, nous, c'est au niveau de cette redistribution des places entre les PASS et les LAS, où à l'heure actuelle, avec le décret de fongibilité, on a des places qui restent vacantes parce qu'on ne peut pas les redistribuer, les redonner à des PASS qui ont un bon dossier et qui peuvent avoir ces places-là. Donc notre problème principal, c'est le manque de connaissance de cette filière-là. Et si on enlève cette année commune pour apprendre le métier, pour faire connaître le métier encore plus aux futurs étudiants, donc on déplacerait le problème ailleurs et on augmenterait ce problème-là d'attractivité au niveau de notre filière commune. Donc, il y aurait, la lisibilité serait peut-être là, mais l'efficacité serait peut-être moindre sur cette question-là au niveau de l'attractivité des places vacantes dans la filière de maïeutique. Après, juste pour revenir sur les jeunes diplômés qui n'exercent pas, c'est toujours dans cette continuité de reconnaissance du métier, de ce que propose notre métier. Avec l'enquête attractivité qu'on a faite l'année dernière, en 2023, on a, sur une estimation de la question posée, on a plus de 15% des étudiantes sages-femmes qui ne se voient pas exercer plus de 15 ans. Donc, c'est déjà un souci. Et dans le mode d'exercice qu'ils veulent exercer, on a 30% qui souhaiteraient un exercice mixte. Alors qu'à l'heure actuelle, l'exercice mixte en tant que sage-femme, ce n'est pas possible. Donc, l'exercice mixte, c'est pouvoir exercer en libéral et en hospitalier. C'est ouvert à d'autres professions médicales, mais on est la seule profession médicale où on ne peut pas avoir ce type d'exercice-là. Donc, ça fait partie des questionnements et des freins à l'exercice de notre profession. Très bien. Je donne la parole aux représentants des médecins, des étudiants en médecine. Du coup, je ne vais pas répéter les propos qui ont été déjà dits, notamment par rapport à la voie d'accès direct en pharmacie, mais je soutiendrai quand même que c'est une volonté étudiante d'avoir une voie commune. On a parlé d'interprofessionnalité, je pense qu'il faut aussi réaliser que l'interprofessionnalité, la coopération qui, vous le savez, est essentielle pour le système de santé, elle s'apprend dès le début, dès les fondamentaux. Donc se dire qu'il existe un socle commun d'enseignement de santé qui ensuite est revu par la suite dans le monde de la santé, je pense que c'est vraiment une nécessité absolue. Et on parle de lisibilité, on parle de simplification, et là c'est vrai qu'on est un peu abasourdi quand on comprend qu'il y a cette expérimentation pour les P1 Pharma. Je ne vais pas répéter ce que mon collègue Ilan a dit. Je voulais juste revenir sur la question d'autonomie que vous avez abordée. Je pense que c'est une question très importante, l'autonomie des universités. En tout cas, la question du pilotage, j'ai pu rapidement l'aborder, mais pour avoir été représentant, donc élu étudiant, et avoir du coup siégé en conseil où on discutait du système PASLAS, les universités n'ont pas compris la réforme, ou en tout cas ont eu du mal à la mettre en place. Il y a vraiment, je pense, une nécessité absolue d'avoir une concertation, en tout cas un dialogue avec les premiers concernés, c'est-à-dire les facultés et les universités, pour pas que la réforme de nouveau s'impose. Le deuxième élément aussi à prendre en compte l'autonomie des universités, c'est plus que ça, c'est aussi ne pas faire subir aux étudiants cette réforme qui les concerne directement. Ce serait quand même un peu paradoxal. Pour revenir sur la question aussi des jeunes diplômés n'exerçant pas, il y a beaucoup d'éléments de réponse sur lesquels je ne reviendrai pas et sur lesquels je m'aligne. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme peut-être un problème plus systémique des études de santé, qui sont des études difficiles, et aussi des études de médecine, qui sont des études très difficiles. La première année est une année compliquée. La suite du cursus l'est aussi. Psychologiquement, vous le savez, le niveau de burn-out et de dépression, même de suicide chez les internes, il est présent, c'est un constat qu'on fait. La rémunération est faible, les conditions d'études ne sont pas tout le temps adéquates. Donc la question que l'exercice change ou que des médecins ne s'installent pas ou changent d'exercice, je pense que ça relève clairement aussi d'un problème peut-être plus global, d'abord de la formation, et c'est pour ça ici qu'on en parle, mais peut-être de quelque chose de plus général. Je reviendrai enfin sur la question des toulages. Je ne répéterai pas encore une fois ce qui a été dit. Je pense que dans l'évolution du système, il ne faut pas aller dans une diversification du nouveau des voies d'entrée. Il y a clairement aujourd'hui, et ça a été dit, des choix qui sont faits par dépit, notamment celle des LAS, et une sensation parfois de hiérarchisation des filières ou hiérarchisation des voies d'accès. C'est le PASS, la voie royale, le LAS, la voie un peu par dépit, le choix stratégique. Et aujourd'hui, je pense que si on a une réelle volonté
que cette première année elle soit formative et pas sélective, il faut qu'il y ait une voie unique pour répondre à ces problématiques-là. Donc c'est cet ensemble aussi d'éléments, d'arguments qui nous poussent à juste ne pouvoir que porter une voie unique. Voilà. Très bien. Pour les chirurgiens dentistes ? Donc nous aussi, on s'aligne sur la voie commune pour tous les étudiants en études de santé. Là-dessus, on est complètement d'accord avec ce qui a déjà été dit. Pour revenir par rapport au premier choix des étudiants lorsqu'ils sont en première année, la filière dentaire ne fait pas face à des problèmes d'attractivité, à des problèmes de places vacantes. Cependant, il y a dans les mœurs toujours cette idée que la chirurgie dentaire reste le deuxième choix des médecines et c'est un petit peu la vision globale. Mais je pense que c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années et que de plus en plus les étudiants choisissent d'aller en études de chirurgie dentaire. Il reste quand même une part importante des étudiants qui n'ont pas réussi médecine, entre guillemets, et qui poursuivent en chirurgie dentaire, mais pour un grand nombre d'entre eux, il n'y a aucun regret lorsqu'ils découvrent la filière dentaire, ils s'y plaisent énormément aussi. Donc je pense que de renforcer le module découverte des métiers, là encore, comme ça a été dit, ce serait bénéfique pour chacune des filières et ça permettrait de mieux découvrir l'entièreté des 5 filières de santé accessibles via la première année. Concernant la part des diplômés qui n'exercent pas après l'obtention du diplôme, nous n'avons pas de chiffres précis par rapport à ça. Je tiens à rappeler que, comme ça n'a pas été mentionné dans le rapport de la Cour des comptes, notre filière a elle aussi son internat qui donne accès à 3 spécialités, dont une commune avec les études de médecine. Et donc bien prendre en compte l'entièreté des diplômés par rapport à cette question-là, ceux qui sont issus du cursus général et ceux qui ont suivi l'internat. Je pense cependant que la part des étudiants diplômés qui n'exercent pas est très faible pour notre filière. Très bien. Et donc, je vous laisse conclure cette première série de questions. Oui, je vais essayer d'apporter des éléments nouveaux pour appuyer tous les propos que je soutiens qui ont été donnés juste avant. Sur la création, en effet, d'un modèle de licence parallèle à une LAS, je pense qu'il est important de ne pas vouloir précipiter et rendre synonyme diversification des profils où on est tous et toutes d'accord sur le fait que ce soit un des objectifs et que ce soit synonyme direct de diversité des voies d'entrée. En effet, à partir du moment où plusieurs voies d'entrée coexistent, comme l'a dit Julien notamment, il y aura une hiérarchisation, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour le PASS et la LAS, de ces voies d'entrée, et donc des choix qui se feront de manière stratégique et à l'opposé d'un choix serein et d'un choix dans l'intérêt de l'orientation de l'étudiant ou l'étudiante. Aussi, je pense qu'il est important d'appuyer que les propositions qu'on peut apporter ici avec les propositions d'objectifs qu'on se fixe pour la suite de cette réforme d'entrée dans les études de santé, elles sont basées sur les données des étudiants et étudiantes qu'on a pu récolter l'année dernière avec une enquête qui avait obtenu plus de 13 000 réponses d'étudiants en PASS-LAS et en année supérieure d'études qui avaient vécu cette première année PASS-LAS. Et dans ces réponses-là, on a 43% des étudiants qui ont relevé une différence de niveau qui se fait ressentir une fois arrivés en deuxième année d'études, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est aussi l'intérêt et pourquoi on propose une voie unique qui permettra un socle commun de connaissances à partir duquel on peut vraiment construire nos identités professionnelles propres dans nos filières. Pour l'état des lieux actuel là où le TULAS s'est appliqué, ce qui a été remonté dans l'enquête que nous on a pu faire auprès des étudiants, c'est justement ce manque d'enseignement en santé où ça pouvait être perçu comme trop peu pour pouvoir se construire une base solide. Et c'est pour ça que nous on propose plutôt une voie où il y aurait plus d'enseignement santé en première année, en gardant tout autant une partie hors santé, entre guillemets, comme ça pouvait être le cas. Enfin, pour plus propre à la kinésithérapie, au niveau des jeunes diplômés, nous, on observe plus un phénomène d'étudiants et étudiantes qui ne finissent pas leur cursus, qui vont interrompre leur formation en amont du diplôme, plutôt que des étudiants diplômés qui ne vont pas exercer.
Et ça, il y a de multiples raisons. Je vous ai parlé des raisons financières et d'inéquité, d'accès aux études de kinésithérapie qui se font sur le territoire actuellement. Et c'est une des raisons, notamment l'augmentation de ces frais de scolarité-là, qui font que les étudiants ne peuvent plus suivre et entrer dans cette... et continuer. Donc ce sera plus un problème de ne pas être diplômé, d'arrêter ses études avant, à cause aussi du mal-être dont on a pu parler, qui commence malheureusement encore actuellement dès la première année, avec des chiffres qui sont assez alarmants sur la santé mentale des étudiants, qui seront les futurs professionnels de santé et qui ne peuvent pas arriver à la fin de leurs études proches du burn-out, alors même qu'ils n'ont pas commencé à exercer réellement. Donc voilà notre analyse en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer les questions. Je vais donner la parole à la rapporteure Véronique Guillotin. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour vos propos liminaires et les premières réponses. Ce que vous avez dit précédemment fait un lien juste avec la question que j'avais à vous poser et qui va plutôt insister sur la diversification géographique et sociale des étudiants qui rentrent en fait en première année d'études de santé. Alors, la Cour des comptes en a parlé dans son rapport et a mis en évidence les faibles taux de réussite qu'ils ont observés dans certaines LAS, et vous l'avez également dit, qui ont été créés dans des universités sur des villes de taille moyenne qui n'ont pas été drivées ou managées par des études de santé, en fait, par un UFR sans santé. Alors, voilà, ces formations visaient effectivement dans un premier temps d'attirer des profils différents, issus de territoires des jeunes, de territoires différents et de profils sociaux différents. Mais en fait, on voit bien que ça a été un des échecs parmi d'autres de cette réforme. Alors, vous avez proposé une voie unique d'entrée en santé, pratiquement unanimement. Moi, j'aurais deux petites questions à vous poser. Comment pensez-vous pouvoir mieux diversifier les profils avec une voie unique et de quelle manière, quelles solutions avez-vous à proposer pour une diversification à la fois géographique mais à la fois sociale des étudiants en santé avec les mêmes chances? Et puis, est-ce qu'il faut viser à mieux répartir les offres de formation sur le territoire national? C'est la deuxième question. Et dans ce cas, comment peut-on faire en sorte que les formations proposées dans les universités de taille plus importante, les gros centres, en général les centres universitaires, soient identiques à celles proposées dans des villes de taille moyenne, y compris avec, ça ne change rien en fait à la proposition que vous faites sur la voie unique. Voilà, c'est la qualité et l'identité, l'homogénéité des études médicales dans des villes de taille différentes, et deux, quelle proposition vous avez à faire sur l'origine sociale et géographique des étudiants, et je pense notamment aux territoires aujourd'hui qui n'ont pas de praticiens, les zones rurales par exemple, ou les quartiers politiques de la ville. Merci. La parole à notre dernier rapporteur, Khalifé Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous cinq d'être là ce matin. Moi, j'ai juste, pour commencer, une question. Vous ne l'avez pas du tout évoquée, ni les uns ni les autres. Quelle est votre position quant à la sélection après la première année? Il y a des pays où on fait la sélection d'entrée d'emblée après le bac. Personne d'entre vous n'a évoqué ce point. Est-ce que c'est un point crucial pour vous ou non? Vous êtes d'accord pour que la sélection se fasse après un an d'études? Ça, c'est ma première question, mais je vais revenir sur cette loi de 2019 qui a pompeusement dit on a éliminé le numerus clausus, on l'a remplacé par un autre terme moins compréhensible que le premier, l'apertus. Certaines universités ont joué le jeu ou certaines facultés ont joué le jeu, ce qui fait qu'on a pu avoir une augmentation de 14 aux alentours de 15% du nombre d'étudiants globalement, mais c'était très hétérogène. Ma question concernant ce point et surtout concernant les facultés qui n'ont presque pas augmenté, parce qu'il y en a qui ont augmenté de 0 et 15% de 0, ça fait 0 pour moi, soi-disant qu'il n'y a pas de place dans les amphis, qu'il n'y a pas de place, alors qu'on sait tous que la plupart des cours se font en visio. Et deuxième point qui me chagrine un peu, c'est ces cours parallèles qui se font et qui dénigrent, et c'est important,
qui dénigre le système d'enseignement public que nous avons et dont on est fier, avec cette financiarisation des cours parallèles qui favorise aussi un peu la sélection. Donc, je voulais savoir un peu comment vous vivez cet aspect-là. Vous avez tous parlé d'une voie unique, mais personne ne nous a dit, et vous ne vouliez pas de la PACES, mais personne d'entre vous nous a dit quelle est cette voie unique que vous proposez. Donc ça, c'est important. Et puis, dernière chose, quelle est votre position quant aux passerelles, à partir, au bout de 2 ans, 3 ans, des ingénieurs ou autres qui veulent rentrer dans le circuit? Quelle est votre position là-dessus? Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vous donne la parole. Allez-y. Merci pour vos questions qui sont très intéressantes. Je reviendrai d'abord sur les questions de diversification des profils, qui est effectivement l'un des objectifs phares de cette réforme et qui est, disons-le, un échec. Sur la question de la diversification, je pense qu'il ne faut pas mettre un peu la charrue avant les bœufs et bien comprendre que cette réforme qui était nécessaire, elle ne peut pas faire tout et que la diversification, notamment sur le plan académique, n'est pas forcément quelque chose de réalisable en une seule année d'études, qu'on se le dise. La diversification académique, et ma collègue Louise a pu l'aborder, elle doit se faire aussi et impérativement avant l'entrée dans les études de santé. C'est la première chose à souligner, et donc il y a très clairement un grand chantier de l'orientation à faire et permettre de donner des clés aux lycéens qui n'ont pas forcément connaissance ou qui ne pensent pas pouvoir accéder aux études de santé, qui justement ils peuvent. Donc il y a réellement un travail sur l'orientation, et c'est pas avec une année de LAS, avec à peine une centaine d'heures d'enseignement liées à une autre matière comme la philosophie ou la chimie, que le profil des étudiants en santé va radicalement changer. Finalement, on essaie de prendre des profils similaires en leur collant une étiquette, philosophie, etc. C'est pas comme ça qu'on peut faire les choses. Donc ça, sur la diversification académique, je pense qu'il y a clairement un travail sur l'orientation et sur le lycée à faire. Sur la question de la diversification géographique et socio-économique, ces 2 points qui sont clairement liés, c'est effectivement une volonté, tout simplement parce que ça semble être évident qu'on veut permettre à plus d'étudiants et de lycéens provenant de milieux socio-économiques différents de pouvoir accéder aux études de santé. Vous avez un peu abordé la question des délocalisations et des antennes, et effectivement, c'est l'une des solutions qui est apportée actuellement par la réforme. Sur ce point-là, je pense que ce qui est très important, c'est de garantir des conditions de formation qui sont équivalentes. Vous avez parlé d'homogénéité de la formation. Ce qui est essentiel, c'est que si on vient territorialiser la formation pour répondre à ces problèmes d'accessibilité et de diversification géographique, il ne faut pas qu'un système de formation à 2 vitesses se crée. La conséquence, elle est évidente, elle est soulignée par le rapport de la Cour des comptes, c'est que dans ces délocalisations, qui sont parfois tout las, etc., les étudiants ont des conditions de formation inférieures, mais surtout ont des taux de réussite inférieurs. Et ça, c'est quand même assez marquant, c'est clairement corrélé avec les conditions d'études. Et si un étudiant n'a pas accès à des services universitaires, n'a pas accès à un accompagnement suffisant, n'a pas accès aux mêmes ressources que celles accessibles dans les grandes facultés des grandes métropoles, ça semble assez évident et logique qu'il y ait des problèmes de réussite. Donc, pour répondre à ces problématiques, c'est effectivement la question des délocalisations, mais nous, ce qu'on porte et ce qu'on souligne, c'est bien la nécessité d'avoir des conditions de formation qui sont similaires. Et il n'y a qu'une seule façon, c'est d'avoir une vraie réflexion et une coordination nationale sur comment est-ce qu'on met en place ces délocalisations et ces antennes, et que chaque territoire n'ouvre pas de manière un peu aléatoire des délocalisations, qu'elles s'inscrivent dans des contextes territoriaux adaptés, donc avec des lycées qui permettent de donner des étudiants, avec plusieurs choses, et surtout qu'il y ait des fonds, des dotations qui soient mis dans ces délocalisations. Voilà pour la question des passerelles et des problématiques de préparation privée. Je laisserai mes autres collègues répondre. Merci beaucoup. Je vous donne la parole à ma voisine, Madame Griseri. Je change un peu. C'est pas toujours le même qui commence. On varie l'ordre. Alors,
pour revenir sur plusieurs points, tout d'abord par rapport aux organismes complémentaires de formation pour la première année, notamment les préparations privées qu'on retrouve autour des facultés qui accueillent des premières années. Nous ne soutenons pas ce genre d'établissement. Nous pensons que ça va à l'encontre de l'égalité des chances. Ce sont des formations souvent assez onéreuses qui se veulent pour compléter les enseignements dispensés à l'université directement. Mais il y a quand même un réseau de tutorat en France qui est très développé, qui est présent sur beaucoup de sites et qui accompagne les étudiants tant d'un côté pédagogique, mais aussi par rapport à leur orientation, à la découverte des différentes filières. Et il faut au contraire maintenir le soutien qu'apportent les universités à ces tutorats-là, qui sont très appréciés par les étudiants et qui font partie de l'entraide étudiante que nous soutenons. Par rapport aux délocalisations, aux antennes pour la première année, donc comme l'a dit Julien juste avant, nous pensons que effectivement d'accueillir des étudiants qui viennent de différents territoires, ça pourrait participer à la diversification des profils. Cependant, il ne faut pas que ça se fasse sans accompagnement de ces étudiants-là. On ne veut pas que ce soit une première année tout en distanciel, on ne veut pas que ce soit dans des zones où il n'y a pas de services universitaires, que ce soit les BU, les CROUS, plein d'outils qui permettent aux étudiants de vivre correctement sa première année, qui accompagnent l'étudiant, qui lui permettent des services à moindre coût pour sa première année, et qui permettent aussi à l'étudiant d'avoir une vie sociale qui se développe même en première année en fréquentant d'autres étudiants. L'enjeu pédagogique est assez important lorsqu'on a des cours en présentiel à la faculté. C'est à ce moment-là qu'on voit des gens, qu'on comprend mieux ce que les professeurs veulent nous transmettre. Et ça ne peut pas se faire correctement avec un modèle tout distanciel. Donc il faut absolument qu'il y ait un accompagnement complet de ces étudiants-là dans les zones plus reculées, plus éloignées des facultés. Par rapport à la voie commune pour cette première année que l'on envisage, comme ça a été dit maintes et maintes fois, on veut que ce soit une voie commune pour toutes les filières de santé. On veut qu'il y ait une majorité d'enseignements de santé, puisque c'est ce qui permettra à l'étudiant, à la fin de cette première année, d'avoir un bagage de connaissances important, valable pour le reste de ses études, qui lui servira et qui est commun à toutes les filières. Donc ça, c'est très important de le maintenir et d'appuyer là-dessus, mais de garder des enseignements disciplinaires pour justement cette diversification des profils, cette dualité de connaissances que l'étudiant pourra aussi réinvestir tout au long de ses études et qui pourrait aussi l'encourager, pourquoi pas, faire des parcours de recherche associés et d'ouvrir un petit peu les connaissances qu'il acquérira aussi du côté santé. On veut aussi intégrer au sein de cette première année un module de découverte des métiers, comme ça a été dit, que ce soit pour tout le monde et que ça permette à l'étudiant de mieux l'orienter dans ses choix de filière. Également, cette première année doit, que ce soit via le module de découverte des métiers, que ce soit via les connaissances de santé, préparer la suite de l'étudiant pour la partie des étudiants qui ne pourront pas accéder aux études de santé, préparer la suite et donc ne pas retomber dans ce gâchis humain que présentait la PACES. On veut que l'étudiant puisse poursuivre son parcours et qu'au contraire, les connaissances, que ce soit santé ou disciplinaire qu'il a acquéries durant cette première année, qu'elles lui suivent et qu'elles soient aussi réinvesties dans la suite de ses études s'il décide de poursuivre dans des masters scientifiques ou autres. Voilà. Très bien, on continue avec... je vous donne la parole. Allez-y. Oui, alors pour appuyer déjà les propos de Camille sur ces structures de préparation privées aux études de santé, la problématique que nous on relève quand on demande aux étudiants ce qu'il en est, notamment dans la même enquête dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a 82% des étudiants qui, en s'inscrivant en études, enfin en PASS ou en LAS, pensent que la préparation privée est obligatoire pour réussir son année et que c'est vraiment un facteur obligatoire. Donc quand on dit que le chantier de l'orientation, il est immense auprès des lycéens et lycéennes, c'est la réalité. Et les tutorats dont parlait Camille, non seulement ils sont d'une grande satisfaction pour les étudiants en PASS-LAS, où on a 95% des étudiants en PASS-LAS qui nous disent que leur accompagnement par le tutorat leur a totalement convenu et les a satisfaits. Mais ces tutorats, ils ont aussi un enjeu et qui ne doit pas
empêcher les universités de se saisir de ça, puisque c'est aussi leur rôle, mais d'information des lycéens, que ce soit pendant les salons, pendant des interventions dans les lycées, etc., pour déconstruire les clichés qu'on peut avoir sur l'orientation vers les études de santé. On sait que ces clichés sont entretenus depuis des dizaines d'années sur les métiers de la santé, qui peuvent être vus parfois comme élitistes, et où beaucoup de jeunes du coup vont s'auto-censurer sur leur capacité ou leur possibilité de s'orienter vers des études MMOPK. Et donc ça, pour nous, ça se joue dès le lycée, et c'est pour ça que la proposition d'évolution de la réforme que nous on fait, elle se veut être un parcours d'orientation qui soit progressif, avec une première année qui contient des enseignements en santé de manière suffisante et peut-être supérieure, plus d'enseignements en santé que ce qu'on pouvait avoir en LAS jusqu'à présent, mais qui contient aussi un modèle hors santé qui permet aux étudiants de se dire que ça leur est accessible et que eux aussi ils peuvent y arriver, ils peuvent rentrer en études de santé dans ce modèle-là. Pour vous parler un peu plus de cette évolution, puisque c'est ce que vous demandiez aussi, les étudiants MMOPK ont travaillé ensemble pour justement pouvoir construire un réel parcours d'orientation progressif, avec une première année où on a une majorité d'enseignements santé qui permettent d'étudier et de construire des bases solides aux futures filières, mais aussi un parcours hors santé qui, au fur et à mesure des années, alors sans possibilité de redoublement pour éviter le gâchis humain dont on parlait à la PACES, mais bien dans une évolution constante dans le parcours, les étudiants, s'ils ne rentrent pas en MMOPK dès la fin de la première année, pourraient passer dans une deuxième année qui se présenterait avec un petit peu plus de place pour le modèle hors santé, pour les amener vers une professionnalisation au cas où ils ne rentreraient pas dans les études MMOPK, et toujours des enseignements santé qui continuent à leur faire un bagage solide pour rentrer ensuite en MMOPK s'ils y rentrent à la fin de cette deuxième année. À la suite de ces deux chances, ça permettra à des étudiants qui ne sont pas rentrés dans les études MMOPK d'être déjà, non pas dans une logique de gâchis et de je recommence, mais dans une logique de ok, j'ai construit un parcours pendant 2 ans qui est intéressant pour moi, où je me suis créé un bagage notamment d'enseignement en santé, et je vais pouvoir le valoriser dans mon parcours maintenant, et dans cette troisième année qui pourra s'offrir à eux, qui sera une troisième année à la fin sanctionnée de 280 ECTS, donc voilà du grade licence, et qui permet la poursuite d'études à la suite vers des masters en ce sens-là. J'espère que ça peut répondre un petit peu à la question. Merci beaucoup, Madame Ali. Pour faire une réponse assez courte et pas répéter ce que mes camarades ont dit, je plus complètement ce qu'ils ont dit, pour apporter un élément de réponse à votre question sur les personnes issues de passerelles. Ça apporte de la diversification au niveau des profils. Donc, à partir du moment où on a autant de professionnels de santé que de personnes qu'on a en face de nous. Donc, on ne peut pas avoir que la même identité au niveau des personnes qui se forment. Donc, ça fait partie de... Ces personnes issues de passerelles ajoutent des éléments aux formations que l'on a. Actuellement, il y a quelques passerelliens dans nos filières. C'est quelque chose qui est encouragé, qui est encore plus bénéfique, même dans la réflexion qu'on a quand on est dans une promo avec des gens qui ont déjà eu un parcours antérieur. Ça nous permet aussi d'augmenter notre réflexion et notre vision de la profession et de la formation qu'on est en train d'apprendre nous aussi. Donc c'est un plus et pour la formation et pour les étudiants qui se forment avec ces personnes-là. Très bien, et enfin, Monsieur Bechcarrière. Ah non, Monsieur... représentant des pharmaciens, excusez-moi. Aucun souci, merci beaucoup. Je vais faire une réponse assez courte, étant donné que mes collègues ont déjà dit énormément de choses. Je répondrai déjà à 2 questions en une. Donc, comment mieux diversifier les profils et quelle est notre position sur la sélection en première année. Aujourd'hui, justement, il y a un frein que l'on peut rencontrer par rapport à la diversification des profils, notamment géographiques et sociaux, c'est Parcoursup. Et c'est justement cette sélection que nous souhaitons voir du coup lors de la première année. Mais nous ne souhaitons pas revenir à une sélection sur un concours unique, mais bien une sélection du coup par des examens qui vont se dérouler tout au long de cette première année. Et ça fait le lien notamment à une seconde question que vous avez évoquée, quel est le nom de cette voie unique et qui a pu être décrit par mes collègues précédemment.
Aujourd'hui, avec les différentes fédérations d'étudiants en santé que vous avez devant vous, nous avons construit une contribution qui s'appelle Licence Santé. Cette contribution, justement, décrit tout ce qui a pu être expliqué par mes collègues. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, nous pourrons vous transmettre ces documents afin que vous puissiez prendre connaissance de l'ensemble des dispositifs, en tout cas des recommandations que nous menons dans ces documents. Pour répondre à la question ensuite par rapport notamment à l'accompagnement et ensuite je répondrai du coup in fine à la position sur les passerelles, l'accompagnement privé notamment ou par des associations étudiantes, je soutiendrai juste quelques éléments supplémentaires. Les tutorats d'accompagnement des étudiants pour la première année d'entrée dans les études de santé sont soutenus dans la majorité des cas par les universités. Donc il y a quand même un travail collaboratif entre les étudiants qui ont réussi, qui sont passés en deuxième année de santé et le corps enseignant. Mais également, j'aimerais revenir sur d'ailleurs sur un autre point également. Nous avons, j'ai oublié le terme, ces tutorats sont reconnus par le ministère avec une grille d'agrément qui leur est octroyée à la fin de l'année pour vérifier du coup que les tutorats répondent bien aux attentes du gouvernement sur l'accompagnement de ces étudiants en première année. Pour revenir ensuite sur les prépas privés, notamment sur les aides préparatoires privées en première année, généralement, un discours qui nous inquiète, c'est la création du sentiment de peur que l'on peut avoir pour les étudiants. C'est leur faire peur pour leur faire croire que leur seul moyen de réussir une première année, c'est d'être accompagné par ce type d'établissements qui généralement sont onéreux. Et tous les étudiants n'ont pas forcément les moyens, en tout cas les parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir assumer le coût financier que représentent ces établissements. Et de plus, un discours aussi qui nous inquiète, et tout à l'heure Julien l'exprimait par rapport à la hiérarchisation des filières. Le premier discours que l'on entend, c'est première année de médecine. Et généralement, ce discours est tenu par ce type d'établissement. Là où, au sein de nos tutorats, donc qui sont des accompagnements par des étudiants, nous faisons attention à justement avoir une diversité des discours qui soient adaptés surtout aux étudiants et à leurs attentes. Et enfin, pour revenir juste sur les passerelles, personnellement, là je veux vous parler plutôt d'une expérience personnelle. En tant qu'étudiant à Bordeaux, j'ai dans ma promotion des étudiants qui viennent de parcours de chimie notamment, master de chimie, master de biologie ou d'autres parcours. Aujourd'hui, ce sont des étudiants qui arrivent avec un bagage qui est construit, des compétences qui sont acquises et qui créent une réelle diversité des profils et une réelle appétence par la suite, avec des pharmaciens qui auront justement un bagage différent. En tout cas, je vous remercie pour ces différentes questions très intéressantes. Très bien, merci beaucoup. Alors, je donne la parole maintenant à Anaïs Selegout. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous pour vos témoignages. D'abord, une petite remarque à la marge. Unanimement, vous avez parlé de votre souhait d'avoir plus tard un exercice partagé et coordonné. Et je pense que ça doit nous inspirer pour dessiner le modèle d'exercice de demain pour les politiques publiques. Ensuite, vous avez fait part aussi de votre grand engagement pour faire la promotion de vos futurs métiers. Et ça, on l'a bien entendu. Mais il y a une différence entre l'attractivité de la profession et l'attractivité des études. Parce que même si vous faites la promotion d'une part de vos futurs métiers, mais que d'autre part, le message qui est envoyé, c'est le message de la souffrance pendant le cursus. Vous avez tous parlé de burn-out, des études de médecine qui peuvent aller même éventuellement très loin. C'est quand même dissuasif pour les jeunes, même si le métier leur plaît après. Ce qui me permet de faire le lien, parce que même si le sujet aujourd'hui, c'est l'accès aux études en santé, malgré tout, la question du cursus se pose. Et est-ce que vous pensez que tous ces points de blocage, tous les points de souffrance ont été clairement et suffisamment identifiés, ou est-ce que ça doit être creusé encore en faisant bien la différence entre vos différents parcours? Est-ce que là, il y a un travail plus approfondi à mener? Parce qu'une des questions essentielles, c'est le nombre d'étudiants qui commencent, mais le nombre d'étudiants, après, le temps auprès du patient qu'on retrouvera sur le terrain. Alors, entre ceux qui abandonnent en cours de route, ceux qui partent à l'étranger ou ceux qui sont diplômés mais qui n'exerceront jamais, il y a vraiment une question à creuser. Vous avez évoqué le fait des contraintes à l'installation. Ça, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la solution universelle, ce sont les mesures coercitives. Mais si c'est pour que tous nos jeunes partent exercer à l'étranger après avoir fait leur cursus en France, est-ce que c'est un point de blocage? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est un chantier qu'il faut ouvrir et travailler encore? Voilà, merci. Merci. La parole à Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour
les apports déjà riches que vous avez amenés. Je voulais notamment vous interroger sur la diversification des profils, mais vous y avez répondu à l'instant. Mais du coup, vous avez, en évoquant la diversification des profils, évoqué des choses qu'il faudrait mettre en œuvre dès le lycée. Et du coup, ça m'amène à vous interroger sur le regard que vous avez sur la réforme du lycée qui a eu lieu ces derniers temps, où on a des enseignements de spécialité qu'on peut prendre un peu à la carte, avec des lycéens qui reconstituent des filières plus anciennes, d'autres qui se trouvent confrontés au fait qu'il n'y a pas tous les enseignements de spécialité dans tous les lycées. Et donc ça peut jouer aussi ensuite sur les études supérieures et la diversification. On a aussi en mémoire la réforme chaotique autour des mathématiques qui ont été supprimées puis réintégrées. Or, sans être dans une profession de santé, je me dis que l'enseignement des mathématiques et des sciences en général, ça a quand même un réel intérêt pour poursuivre des études en santé. Donc quel est votre regard là-dessus? Et ensuite, vous avez évoqué, comme l'ont fait d'ailleurs fortement les doyens la semaine dernière, ce décret qui empêche la redistribution des places de l'AS en PASS. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui empêche cette redistribution? Est-ce que ce sont des questions d'ordre financier, d'enseignement différents? Enfin, est-ce que vous avez une idée de quel est le blocage pour qu'on puisse le lever? Parce qu'il me semble que ça paraît une piste assez concrète et immédiate à travailler. Merci. Florence Lasserade. Merci. Beaucoup de réponses ont déjà été apportées. Je vous admire tous de consacrer autant de temps, voire parfois une année de césure, à soutenir vos collègues étudiants. Et j'aimerais savoir si lorsqu'on s'engage dans des études de profession médicale, il y a la notion qu'il faudra travailler la nuit, travailler le week-end, travailler aux heures non ouvrables, parce que finalement, il me semble que ça devrait être la première des définitions des professions que vous allez exercer, et qu'il y a une grosse déception et une grosse incompréhension des étudiants, alors que vous faites des études quasiment en alternance, puisque vous êtes très vite sur le terrain. Il y a une grosse incompréhension des étudiants à ce décalage par rapport au reste de la population. Ça, c'est ma première question. La deuxième concerne l'exercice mixte. Vous en avez parlé, Madame la représentante des écoles de sages-femmes. Il n'est pas du tout développé dans nos professions, et je pense que malheureusement ce serait certainement la clé d'un bien-être au travail. C'est-à-dire que le généraliste qui pourrait exercer également à l'hôpital serait certainement content d'avoir à la fois sa patientèle d'un côté et l'hôpital de l'autre. Moi, ça a été mon exercice toute ma vie en tant que pédiatre. J'ai eu cette chance-là, et je pense que c'est pour ça que j'étais heureuse de travailler. Donc la notion de se retrouver dans un métier qui comble plutôt qu'il maltraite, puisque les étudiants se sentent souvent dépressifs, maltraités. Et la deuxième question poserait plutôt sur comment dire, là où ça coince finalement, c'est sur le nombre de formateurs. Et moins on en forme, moins il y a de formateurs. Et plus on entend les doyens d'université dire qu'ils ne peuvent pas former plus, pas ouvrir plus de places parce qu'il n'y a pas assez de monde. Est-ce que vous en parlez avec eux? Très bien. Alors, on va vous donner la parole après cette série de questions. Je vais commencer par ma voisine, Madame Grisiri. Alors, donc, par rapport à la première question vis-à-vis de l'attractivité des études, je pense qu'effectivement, les études de santé sont assez connotées pour être des études dures, compliquées, des études exigeantes et longues. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question d'envisager de faire des études de santé quand même dès le lycée. Et
il ne faudrait pas qu'on arrive au point où ce mal-être étudiant, ces burn-out que l'on peut retrouver dans les études de santé freinent les étudiants à faire des études de santé. On a besoin de professionnels de santé. Et donc le problème, ce n'est pas de mieux prévenir les étudiants sur tout ce qu'ils vont endurer pendant leurs études. Le problème, ce serait de faire en sorte que ces études remplissent mieux les conditions de bien-être étudiant pour tous. Donc je pense qu'ils ont conscience de cette difficulté-là, qu'ils essaient de s'entraider, que ce soit les associations étudiantes, les tutorats, etc. Il y a de l'accompagnement qui est mis en place pour les étudiants. Et il faut persévérer ces efforts-là. Et voilà, je pense que oui, il y a une part d'abandon en fonction des filières qui peut varier, mais une part d'abandon pour les étudiants pour ces raisons-là, ce qui est vraiment ce qui est déplorable, puisque l'étudiant qui se lance dans ces études-là ne devrait pas avoir à les arrêter pour son bien-être, quand dans d'autres filières, il n'y a pas forcément autant de problèmes vis-à-vis de ça. Pour les mesures, par rapport aux mesures coercitives d'installation, nous, notre profession de chirurgien dentiste est assez touchée par ces mesures-là, et nous sommes contre ce modèle coercitif. Nous voulons garder la liberté d'installation des néo-chirurgiens dentistes diplômés. Cependant, nous avons conscience des disparités territoriales en termes d'offres de soins, et nous encourageons les étudiants, les néo-diplômés à s'installer dans ces zones-là, mais plutôt sur un modèle incitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui permettent aux étudiants de s'installer dans ces zones-là et de bien le vivre correctement. Les mesures coercitives par rapport à cette installation-là ne permettraient pas à l'étudiant au chirurgien dentiste de s'épanouir dans son exercice. S'il est dans une zone qu'il n'apprécie pas, dans laquelle il ne se plaît pas, il ne peut pas développer une vie sociale comme il l'aurait fait ailleurs. Donc il faut encourager l'installation dans les déserts médicaux, mais que ça reste quand même à l'initiative du chirurgien dentiste. Et pour cela, il y a le CESP qui aide un petit peu. C'est un dispositif que les étudiants utilisent. Et puis il y a aussi les territoires directement qui peuvent proposer des accompagnements. Par rapport à la deuxième question concernant la réforme du lycée, alors moi j'ai fait la réforme j'ai été dans la réforme du lycée. Alors effectivement, le fait de pouvoir choisir différentes spécialités pour constituer sa filière en quelque sorte, je pense que ça permet une diversification des profils. Pour les étudiants qui ont un profil scientifique mais qui s'intéressent aussi à d'autres matières plus géopolitiques ou même littéraires, ça permet de diversifier les profils, ce qui est honorable. Il faut encourager ça. Mais effectivement, il y a eu des problèmes vis-à-vis de cette réforme-là par rapport aux inégalités territoriales. Tous les lycées n'offrent pas tout le panel des spécialités qui est possible de faire. Et ça, je pense que ça a pu freiner certains étudiants dans leur choix de spécialité. Et il y a eu un manque d'information au début. On a parlé du problème vis-à-vis des mathématiques quand ça a été mis en place. Effectivement, je pense que s'il y avait plus d'informations et une meilleure coordination entre les lycées et l'enseignement supérieur au moment où ça a été mis en place, les formations d'enseignement supérieur auraient pu mieux communiquer sur leurs attentes pour ne pas bloquer les étudiants une fois qu'ils avaient fait leur choix, pour se rendre compte que 1 ou 2 ans plus tard, ils pouvaient être freinés via Parcoursup en fonction de ces choix-là. Cependant, voilà, on garde quand même en tête cette idée que ça diversifie les profils d'étudiants dès le lycée, mais qu'il faut que ça s'accompagne d'une meilleure communication, de plus d'informations par rapport à ça, pour que les étudiants puissent faire le meilleur choix par rapport à leur projet professionnel aussi. Dernièrement, par rapport à l'exercice mixte, je sais que notre profession de chirurgien dentiste est très majoritairement exercée sous forme d'exercice libéral. 90-95% des chirurgiens dentistes sont en libéral, et les chirurgiens dentistes qui exercent à l'hôpital sont majoritairement nos professeurs, ceux qui nous encadrent en clinique. S'il y a un recul de l'attractivité pour la carrière hospitalo-universitaire aujourd'hui, nous on essaye d'encourager à nouveau les étudiants à s'intéresser à cette filière-là. Je pense que ce qui peut freiner les étudiants majoritairement, c'est les conditions d'exercice dans les hôpitaux. On manque souvent de personnel, de matériel, etc. Mais on encourage les étudiants à se repencher là-dessus, notamment en envisageant des carrières axées sur la recherche, ce genre de choses. Et l'exercice mixte est nécessaire, en tout cas pour notre profession, puisque c'est la part des praticiens qui exercent à l'hôpital qui constitue notre corps enseignant, notre corps
de professionnels qui nous accompagnent dans nos études et qui nous forment, ce qui est primordial pour l'exercice futur. Très bien. Je vous donne la parole, M. Bechecarrière. Pour pas du coup répéter ce que Camille a pu bien souligner, je reviendrai sur les questions d'attractivité du métier et de la formation. Pour ce qui concerne les études médicales, je ne pense pas qu'on puisse parler de défaut d'attractivité du métier de médecin. Aujourd'hui, on a parlé d'hiérarchisation un peu des filières. Il y a clairement toujours dans l'imaginaire collectif la vision de la médecine comme la voie royale, etc. Néanmoins, il faut bien souligner, et je vous rejoins, que la formation est difficile. Et j'irai même plus loin en disant que parfois, les étudiants ils sont conscients de la difficulté du métier, de la difficulté de la formation, des heures passées en garde, en stage, etc. Je pense que ce qui est le plus difficile à vivre souvent pour les étudiants, c'est la perte de sens. Quand vous engagez dans une formation, que vous vous donnez du temps à l'autre, que vous passez des nuits entières à l'hôpital, alors que d'autres métiers ne le font pas, hors de la santé, je pense qu'il y a une perte de sens lorsque la formation ne correspond pas à ce que l'étudiant voulait à la base. Il y a vraiment, je pense, une réflexion. Il y avait cette question de est-ce qu'il faut un travail approfondi à mener? Je pense que oui, clairement. Il faut établir quels sont les freins, quelles sont les limites, qu'est-ce qui met en danger la formation et la santé mentale des étudiants pour changer tout ça. Je soutiens totalement ce que Camille a pu dire sur la question de comment est-ce qu'on change la formation pour changer ces éléments-là et pour permettre un meilleur bien-être étudiant. Et c'est pas un fait acquis de dire que la formation médicale et de santé de manière générale est compliquée, mais plutôt une conséquence de comment est-ce qu'on organise nos formations. Pour ce qui est de la diversification des profils, et notamment sur la réforme du bac, c'est une question qui est très intéressante. Je pense qu'il y a clairement, comme ça a été souligné par la Cour des comptes, une reconstitution des anciennes filières. Donc il faut aussi se questionner sur est-ce que ça a vraiment changé quelque chose. Les effets sur les fondamentaux, notamment les sciences, les mathématiques, je ne sais pas s'ils sont réellement à prendre en compte dans le sens où la première année a quand même pour but d'établir un socle commun. C'est pour ça que quand on parle de voie directe, on se questionne. La première année, elle est là pour donner toutes les bases et un peu repartir de zéro avec évidemment certains fondamentaux pour permettre à l'étudiant de faire le concours. Je pense que la question à se poser avec la réforme du bac, c'est les effets sur l'orientation. Et est-ce que justement cette réforme, elle n'a pas justement empiré l'orientation? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à mener sur comment est-ce que réellement on permet aux étudiants de s'orienter de manière éclairée? Comment est-ce qu'on évite les phénomènes d'autocensure? Il y a clairement toujours des phénomènes de discrimination et des lycéens provenant de lycées ou avec des profils socio-économiques un peu plus différents que le profil classique en études de santé et qui ne vont pas aller en études de médecine parce qu'ils se censurent ou de santé de manière générale. Donc là, il y a clairement un travail à mener. Sur Parcoursup, je pense que c'est vraiment quelque chose à réouvrir et mettre enfin un peu en place le continuum Bac-3, Bac+3 que vous connaissez probablement, où on permet vraiment à l'étudiant de voir la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur comme quelque chose de continu. Je voudrais un peu revenir sur les questions de fongibilité, vous en avez parlé. Je parlais tout à l'heure d'attractivité de la formation médicale et du métier de médecin. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de place vacante en médecine. Monsieur Weber, qui représentait la conférence des doyens de médecine, a pu le dire, il n'y a pas de problème de place vacante en médecine, mais l'année prochaine peut-être à cause de ces problèmes qui sont logistiques, qui sont textuels. Donc ce n'est pas des problèmes, pour ce qui concerne la médecine, il n'y a pas assez de candidatures ou pas assez d'étudiants, c'est des problèmes qui relèvent de textes. Donc là, c'est vrai que c'est un peu absurde de se dire on ne remplit pas des filières parce qu'on a un système qui est défaillant. Donc la question de la fongibilité, pour remettre un peu les choses au clair, c'est juste comment est-ce qu'entre ces deux voies, PASS et LAS, on transfère les places non pourvues de LAS en PASS et de PASS en LAS. Pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Le fait qu'on ne puisse pas le transférer, ou juste par dérogation, c'est qu'à la base, ce système avait été pensé comme une égalité parfaite entre le système PASS et le système LAS. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche pas et que ça crée des situations quand même assez aberrantes. Je finirai sur les notions de capacité de formation et de démographie médicale. Il y a eu effectivement une augmentation du numerus clausus apertus, comme vous voulez l'appeler, on le sait très bien, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a clairement un besoin, on le sait tous, on en est conscient, d'augmenter le nombre de médecins, de professionnels de santé. La question, c'est de le faire, je pense, judicieusement. Il y a un besoin, on en est tous conscients, et nous, en tant que futurs professionnels de santé, on n'a pas envie d'arriver dans le monde de la santé en devant assumer une charge de travail plus importante parce qu'il n'y a pas assez de professionnels de santé.
La question aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on augmente d'une part le nombre d'étudiants en santé, mais aussi sans diminuer la qualité de la formation. Et la conséquence directe, c'est la diminution de la sécurité et de la qualité des soins, mais surtout la diminution de la qualité du système de soins français. Et donc, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Il faut doter les universités et les facultés de santé de moyens nécessaires pour assumer cette augmentation. Les doyens le disent clairement, ils poussent les murs. On a parlé des amphithéâtres qui sont bondés, du changement de modalité de la formation, plus en visio, etc. Je le vois très bien, moi, à titre personnel, les petits groupes, les formations pratiques, elles sont en train de diminuer. Nos stages cliniques, on est parfois 10, 20 externes par service. On ne peut plus faire de la pratique. Vous connaissez le principe de jamais la première fois sur un patient, sur un corps. Aujourd'hui, ce principe, il est mis à mal parce que les capacités de formation, elles sont tendues et la gestion des flux, elle doit être repensée. Sur la question de la démographie médicale, et je finirai là-dessus, effectivement, la coercition, c'est quelque chose sur lequel on s'oppose, évidemment, parce que c'est, je pense, néfaste pour l'attractivité du métier et de la formation. Il y a clairement un travail à faire sur des mesures d'encouragement. Le CESP, ça a été abordé par Camille, et j'aborderai ça sur le dernier point, mais M. Weber, la semaine dernière, a pu aborder ça avec vous, des initiatives comme l'assistanat territorial ou d'autres outils qui permettent de conserver l'attractivité et la liberté d'installation qui nous est chère, mais en répondant aux problématiques d'installation. Merci. Merci. Monsieur Racoto, à vous. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour toutes ces questions. Je vais essayer d'être assez synthétique, étant donné que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses que je soutiens notamment. Je vais répondre déjà à deux premières questions concernant notamment l'attractivité des études et le travail qui doit être réalisé pendant ces études. Aujourd'hui, on l'a évoqué notamment dans nos propos liminaires et également dans la réponse qu'on a pu vous évoquer. Nous avons besoin d'une réforme, en tout cas d'une évolution de la réforme de la première année, mais également de réformer nos études post-première année, donc à partir de l'entrée dans la filière, notamment dans la filière pharmacie. C'est vrai que ces conditions, en tout cas de travail, sont des arguments qui rebutent certains étudiants à étudier en France, pour certains, ou même à entrer dans les études de santé, comme j'avais pu vous l'évoquer par certains témoignages. Aujourd'hui, nous ne faisons pas la promotion des problématiques de nos études uniquement, mais lorsque l'on parle de promotion, et notamment par le projet Bouge ta Pharma que j'avais pu vous évoquer, nous faisons justement une promotion positive, où nous cherchons à démontrer les débouchés, histoire d'avoir une vision claire et à long terme pour les jeunes lycéens et les étudiants en première année, même les étudiants filiarisés. Nous pensons qu'il y a aussi un travail collaboratif à faire au niveau des étudiants engagés, au niveau des personnes de manière générale qui s'engagent dans la promotion de nos filières et de nos métiers, de nos futures professions, avec les rectorats notamment. Parce que nous le savons, un projet professionnel se travaille au plus tôt. Mais un projet professionnel, ça se travaille aussi avec les proches de ces collégiens, de ces lycéens. Et j'évoquerai notamment ce point final, je l'évoquerai un petit peu plus tard dans une seconde question pour cibler un petit peu plus. Juste pour revenir sur les mesures coercitives, c'est un sujet qui nous touche moins parce que nous, en tant que pharmaciens, futurs pharmaciens, nous sommes déjà touchés par des mesures de zonage. Voilà, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, je laisserai du coup les autres filières s'exprimer sur le sujet. En revanche, en effet, si nous souhaitons avoir une meilleure répartition des professionnels sur le terrain, aujourd'hui nous devons mettre en place des mesures incitatives. Ces mesures incitatives, elles passent notamment par un cadre de stage qui se passe dans de bonnes conditions, parce que nous le savons, un étudiant qui réalise un stage dans de bonnes conditions, c'est généralement un étudiant qui restera sur ce même terrain. Et c'est notamment les positions que nous portons au vu de la réforme de la 6e année, en tout cas du 3e cycle des études de pharmacie, d'officine et d'industrie, voilà, auquel j'espère que, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir. Concernant la réforme du lycée, je rejoins Julien sur ses propos. Juste une chose, comme nous avons pu le voir tout à l'heure avec notamment la sélection des choix de l'AS, ce sont des choix qui sont stratégiques. Et justement, lors des différents salons étudiants que nous pouvons réaliser, nous avons pu discuter avec des collégiens, des lycéens, des parents d'élèves qui nous posent une question. Quel choix doit-on faire au lycée pour assurer une entrée en première année et une validation de cette première année ? Donc ce ne sont pas, encore une fois, des choix qui sont faits par envie, mais juste de manière stratégique.
Donc ce sont des choix par dépit. Et enfin, je reviendrai juste sur le nombre de formateurs. Aujourd'hui, nos universités manquent d'une chose, c'est d'accompagnement et de financement. Si nous souhaitons améliorer la qualité de la formation et le nombre de formateurs, nous devons investir dans nos universités parce que nos universités forment le futur de notre profession. Merci à tous. Merci bien. On continue avec la kinésithérapie, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Juste pour appuyer sur ce que vient tout juste de dire Ilan, je pense que ça appuie aussi le fait qu'il ne soit pas forcément pertinent au vu des résultats de cette réforme du bac, de promouvoir un système où du coup on va sélectionner sur le dossier des étudiants qui n'ont pas eu forcément la possibilité de prendre les enseignements qu'ils auraient voulu au lycée du fait des diversités géographiques, etc. Donc voilà, c'est pour ça que nous on reste sur une position commune d'une première année de sélection qui permet l'ouverture après aux voies MMOPK. Voilà, juste pour ça. Pour le modèle de... Enfin, on est très conscient et je pense engagé avec nos fédérations sur les enjeux de santé publique qui sont d'accès aux soins actuellement sur nos territoires. Pour autant, les mesures d'obligation d'installation, comme on l'a dit, elles sont non seulement dangereuses pour nos professions parce qu'aujourd'hui, donc depuis 2023, c'est une décision qui a été décidée dans les négociations conventionnelles avec l'assurance maladie pour les étudiants en kinésithérapie et jeunes diplômés. Et c'est des mesures qui sont non seulement dangereuses puisqu'elles attaquent directement l'attractivité de nos professions où les étudiants vont nous dire avant de rentrer dans les études pourquoi c'est très contraignant, je vois pas pourquoi j'aurais envie de faire ça, ou qui vont pouvoir soit aller exercer à l'étranger, soit s'orienter vers une autre filière. Et c'est aussi des mesures qui sont précarisantes pour des étudiants, alors notamment en kinésithérapie qui doivent payer des dizaines de milliers d'euros leur formation, mais pour tous les étudiants qui ont une situation de précarité qui est de plus en plus exacerbée, c'est des mesures précarisantes pour ces étudiants-là et qui ne peuvent pas se permettre, qui vont rester dans une situation précaire et difficile et anxiogène à l'obtention de leur diplôme après de longues études qui sont parfois, on l'a vu, difficiles. Mais voilà, en plus de ce danger que ça représente pour la profession, elles se sont en plus montrées inefficaces auparavant sur certaines professions. On observe un changement perpétuel des professionnels de santé, ça permet aucune continuité dans l'accès aux soins, etc. Donc voilà, pour nous, c'est pas du tout une solution qui sera envisageable et ça risque au contraire d'attaquer l'attractivité. On n'aura pas seulement des difficultés à installer les professionnels de santé sur le territoire, mais juste un manque réel de professionnels de santé tout court. Qu'on ne peut pas forcément se permettre aujourd'hui. Et j'appuierai sur deux spécificités, notamment de la filière kinésithérapie, sur l'exercice mixte. Alors on porte exactement la même chose que les sages-femmes sur ça. C'est une volonté des jeunes générations de pouvoir diversifier, essayer plein de choses, avoir une carrière qui soit diversifiée et qui réponde pleinement à leurs attentes. Et donc cet exercice mixte, il permettra de ramener des professionnels là où on en manque, dans les hôpitaux en l'occurrence pour la kinésithérapie. Et pareil, du fait du non-rattachement de la filière kinésithérapie à l'arrêté commun qui cadre la réforme d'entrée en études de santé, les passerelles qui peuvent se faire facilement entre MMOP, elles ne sont pas accessibles aux étudiants en kiné. Donc des étudiants qui sont orientés vers la kiné ne vont pas pouvoir revenir vers des filières MMOP et vice-versa. Et ils devront finir leurs 5 ans d'études avant de pouvoir revenir vers une autre filière. Et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué et qui serait à changer et qui est pareil de l'ordre du textuel. Enfin, vraiment, c'est une question de texte. Madame Ali, vous clôturez cette phase ? Pour faire court, parce qu'ils ont très bien appuyé sur les questions dont vous avez donné. Donc, le frein à la fongibilité, comme vient de le dire Louise, c'est comme un frein qui est pour les contrats, les CESP qui ne sont pas encore applicables. Il n'y a aucun frein si ce n'est législativement parlant. Donc, le frein est minime, mais gros aussi en même temps, et on n'a pas d'action dessus. Donc, c'est ce qu'on attend. Au niveau de l'exercice mixte, je vous rejoins complètement, où là, à l'heure actuelle, dans notre formation, on a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui souhaitent faire une activité diverse. Et le problème actuel, c'est qu'on se retrouve avec des étudiants qui abandonnent soit l'hôpital, soit le libéral, parce qu'ils se retrouvent à être dans une case et se retrouvent à devoir choisir entre les deux, alors qu'on pourrait régler ce souci-là de manque de personnes dans des structures qui sont en manque de professionnels. Donc c'est assez absurde quand on y pense et quand on sait que le frein ne vient pas des professionnels en eux-mêmes et que la demande y est. Ensuite, au niveau des conditions de formation, comme l'ont dit mes collègues, on a un gros besoin d'avoir des formateurs qui
sont en nombre et qui sont capables de pouvoir nous former dans de bonnes conditions, parce que des formateurs qui sont là pour nous apprendre la profession, c'est des futurs professionnels qui seront pas avec une santé mentale un peu touchée, voire beaucoup touchée. Donc nos conditions de profession, nos conditions de professionnalisation commencent par nos conditions de formation, et ça commence par nos encadrants, et donc être garant qu'on ait des bonnes conditions d'encadrement, de bonnes conditions de travaux pratiques, de bonnes conditions de stage, parce qu'on a la chance d'avoir des professions qui sont très professionnalisantes, et ça dès la 2e année. Et voilà, parce que je pense qu'il faut faire ça. Très bien. Allez, dernière série de questions. Il reste trois intervenants. Madame Le Hérault. Annie. Alors, moi, je ne vais pas poser de questions parce qu'elles ont été très bien posées. Et puis, je vous remercie aussi pour vos réponses très, très précises. Pour autant, je reste un petit peu sur ma faim parce que je me dis que l'objectif était plus de diversité dans les profils, le profil origine territoriale, géographique, origine sociale, et puis la question de la pression sur la première année. Et je ne vois pas dans les propositions que vous faites, si ce n'est des questions de moyens, d'encadrement, etc., que j'ai bien noté et dont on a bien conscience, ce que le retour, enfin j'ai l'impression qu'on revient au système antérieur des études de santé. Et c'est là peut-être où je n'ai pas bien saisi vos propositions pour que ce retour à la voie unique n'ait pas l'impact négatif, soit en resserrant les profils, soit en maintenant la pression sur les étudiants. Et j'ai bien noté ce que le représentant des étudiants médecins a dit. Il ne faudrait pas sacrifier le nombre de professionnels, enfin en augmentant le nombre de professionnels de santé, au détriment de la qualité du soin. Mais il faut savoir que dans nos territoires, la qualité des soins, elle est aujourd'hui complètement gâchée. Un nombre important de personnes n'ont plus accès aux soins, ont un accès tardif aux soins avec des prises en charge tardives. Donc voilà, je ne suis pas complètement rassurée après vous avoir entendu, mais vous n'avez pas toutes les clés, bien sûr. Le sujet est vraiment... voilà, on y attache vraiment beaucoup d'importance, et je crois effectivement que les moyens aussi donnés à l'université seront absolument nécessaires pour sortir de cette ornière dans laquelle nous sommes. Très bien. Émilienne Poumerol. Oui, ben moi, comme Annie, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter parce que je crois que, bon, on a fait une évacuation assez complète et on voit bien que vous êtes tous unanimes sur cette nécessaire réforme et sur l'accès unique. Je crois qu'on l'avait bien compris déjà à la lecture du rapport de la Cour des comptes et puis mercredi dernier quand on a eu le président des universités. Enfin, juste moi, deux petites questions peut-être. Vous avez insisté beaucoup sur la nécessaire préparation à l'orientation dès le lycée. Dans ma région, je suis toulousaine aussi, donc Occitanie, quelques lycées ont mis en place des préparations vers les études de santé en général, hein, pas médecine spécifiquement. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est mis en place depuis 3 ans maintenant. Et donc, voilà, on va en voir peut-être les résultats. Par contre, parce que moi aussi, je suis très opposé aux écoles privées de bachotage, je vais dire comme ça, de première année, qui est bien sûr très cher et qui donc fait une sélection naturelle, allais-je dire, par l'argent. Sur Saint-Ouen, j'ai eu une expérience très intéressante d'ailleurs de lien ville-hôpital, extrêmement intéressante. Et sur Saint-Ouen, ils sont en train de mettre en place une prépa publique pour préparer vraiment à la formation de première année. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler et savoir si vous en avez entendu parler. Ce que vous en pensez, d'accord sur le fait que nos universités manquent d'argent, et oui, spécifiquement pour kiné, mademoiselle,
vous dites bien que ce n'est pas les mêmes décrets, que donc on est bien obligé d'arriver à la 5e année et qu'après la première année, on rentre dans une école, et l'école payante. Que penseriez-vous d'avoir une formation purement universitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, de la transformation qu'on a faite pour les sages-femmes, qui dépendaient aussi d'une école de sages-femmes et qui aujourd'hui sont intégrées à l'université? Est-ce que ce serait pas une voie intéressante pour kiné? Très bien, merci. Pour terminer, Patricia Demas, et après je vous donne 1 minute pour clôturer chacun. Merci, Monsieur le Président. D'abord, moi, je voulais saluer la fraîcheur des propos que vous avez tenus, les uns et les autres, qui contrebalancent des parcours parfois anxiogènes, des cursus auxquels vous vous destinez. Et je crois que c'est un véritable message positif qui fait du bien. Je voulais vous en remercier. Je voulais évoquer, vous l'avez fait au cours de cette audition, le recours au prépa privé pour près de 80% des étudiants, dans ce que j'ai compris de vos propos. Je voulais savoir si vous aviez des données précises sur le compagnonnage et le tutorat, combien d'étudiants y ont recours et surtout quel est le taux de réussite au concours suite à ce compagnonnage tutoral. Ça, c'est ma première question. La seconde intéresse le numerus apertus. On a évoqué les modalités administratives sous-jacentes donc à l'ouverture de places dans les universités. Vous avez aussi évoqué les moyens logistiques. Je voulais savoir au niveau des stages. Est-ce que les stages sont pas problématiques au regard du nombre d'étudiants espérés? Et est-ce que pensez-vous ou avez-vous déjà discuté d'une ouverture de conventionnement avec les CHU ou peut-être des établissements privés qui permettraient d'avoir plus d'accueil pour les étudiants, de la même manière par rapport aux médecins qui ne sont pas agréés par les facultés, qui pourraient recevoir dans les milieux ruraux, par exemple, des étudiants alors qu'ils n'ont pas d'accréditation. Voilà, je vous remercie encore. Merci pour la fraîcheur de ces propos qui, je l'ai dit, font du bien. Merci beaucoup. Alors, nous devons clôturer à 11h. Il reste 7 minutes. Vous êtes 5. Vous avez voilà, à peu près l'enjeu. Mais on sait que vous avez un esprit de synthèse qui est particulièrement brillant. Et je vais refaire maintenant la clôture dans l'autre sens. Madame Langlin, c'est à vous. Oui, très bien. Alors déjà, pour répondre à la première question qui était propre à notre filière, en effet, l'intégration pleine et entière à l'université de nos écoles de kinésithérapie qui sont actuellement très éloignées, à l'instar de ce qui peut se passer chez les sages-femmes récemment, c'est une solution et on pense la solution pérenne, que ce soit au financement, mais aussi à l'accès à la recherche, au bien-être étudiant qui seront intégrés bien plus avec les autres fédérations et qui vivent actuellement comme une énorme injustice le fait d'être dans cette première année commune auquel on tient, à laquelle on est accroché et qui ensuite se trouve loin, exclus, souvent loin géographiquement, et voilà, on les exclut totalement de cette communauté et de cette interprofessionnalité à laquelle ils ne demandent que ça. Pour la suite des questions sur les tutorages, je pourrais aussi vous laisser y répondre, mais j'ai pas les chiffres exacts de combien ils souscrivent, enfin s'y inscrivent. En tout cas, c'est vraiment des structures qui restent très accessibles, sont accessibles à quasiment tous les étudiants et les étudiantes. Donc beaucoup le prennent parfois en parallèle d'une structure de préparation privée et se rendent compte au final que c'est la meilleure solution d'accompagnement qu'on a pu leur proposer. Donc voilà, pour conclure, je pense que notre volonté, elle est assez claire, d'une volonté d'interprofessionnalité, de continuer à travailler ensemble, qu'on met beaucoup d'énergie dans nos fédérations étudiantes et qui représentent l'envie des étudiants. Merci. Madame Alice, c'est à vous. Alors, pour répondre aussi de manière très rapide à la question, pour revenir sur la question de revenir en arrière, c'est pas ce qu'on présente aujourd'hui, parce qu'on est bien conscient des objectifs, et les objectifs de départ de cette réforme on est en total accord avec ceux-là. Après, on présente des objectifs où il y a moins de gâchis humain dans cette continuité-là de formation, plus de formation et non de sélection et de gâchis. Ensuite, dans la qualité des soins dans les zones un peu rurales, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a des contrats, comme
tels que les CESP ou des contrats qui donnent envie au niveau des étudiants de venir s'installer. Enfin, on fonctionne aussi beaucoup comme ça, où quand on est jeune diplômé, quand on est étudiant, on n'est pas forcément lié à des problèmes, enfin, on n'est pas forcément freiné à des problèmes géographiques de se déplacer. Il faut qu'on trouve un attrait et qu'on sache pourquoi on y va, parce qu'on serait enclin à se déplacer. Donc c'est plus ce manque de propositions qui fait que ces zones-là sont moins attirantes et sont moins pourvues par les jeunes diplômés. Ensuite, au niveau des prépas privés et des tutorats, nous, on encourage plus les tutorats. On fait en sorte d'avoir une proposition qualitative. On a, comme il l'a dit Ilan précédemment, tout un système d'agrément ministériel. On a tout ce système-là de suivi auprès des premières années. On a... Enfin, quoi de mieux que cette formation par les pairs des personnes qui sont passées par là, qui sauront aiguiller ces premières années-là de manière les plus complètes possibles, que ce soit pédagogique ou même au niveau, on parle beaucoup de santé mentale, mais les tutorats et les personnes qui chargent des tutorats-là sont aussi beaucoup présents pour encourager et pour épauler ces premières années. Et pour votre question des stages et des conventionnements au niveau de la filière des sages-femmes, c'est déjà quelque chose qui existe où on peut faire des stages en milieu public ou privé. Mais à l'heure actuelle, le risque à l'heure actuelle, c'est juste la quantité d'étudiants qu'il peut avoir. On a beau avoir des conventionnements, mais si on ouvre trop de places, on risque d'avoir des stages où on se marche dessus et on finit par pas apprendre. Gardons cette richesse-là d'avoir une formation professionnalisante pour pas gâcher cette professionnalisation-là en étant trop nombreux et en gâchant nos heures de stage en faisant des gardes de 12 heures à blanc. Merci bien, Madame Grisiri. Alors, par rapport à la question de l'accès aux soins dans le territoire, je l'ai déjà abordé plus tôt, mais voilà, je rappelle que nous avons conscience des besoins en offre de soins dans les zones délocalisées et nous soutenons ce volontariat éclairé de la part des nouveaux chirurgiens-dentistes diplômés pour leur installation. Pour revenir par rapport aux préparations privées qui accompagnent la première année, encore une fois, nous ne soutenons pas ce genre d'établissement et puis nous encourageons pleinement les tutorats d'entrée et les études de santé pour accompagner l'étudiant en première année. Et le dernier, et par rapport au tutorat, pour mon expérience personnelle venant de Nantes, mon année, je sais qu'il y a plus de 95% des étudiants qui souscrivent à ce tutorat-là et qui permet un accompagnement vraiment plein et très, très optimal pour la première année. Je pense que ça reflète ce qui se passe globalement sur tout le territoire français. Et par rapport aux stages, l'ouverture des stages, du numerus apertus, pour la filière dentaire, les stages sont en deux parties, à la fois les stages cliniques qui se font à l'hôpital avec nos professeurs, et à la fois en 6e année des stages en cabinet libéral, le stage actif, accompagné par les professionnels de santé, par les chirurgiens dentistes. Nous demandons à ce qu'il y ait un statut de maître de stage qui soit plus cadré et qui soit renforcé et appliqué à plus de chirurgiens dentistes pour offrir plus de terrains de stage et ce dans toutes les zones de la France, que ce soit en centre-ville ou en campagne, pour avoir un bon accompagnement des étudiants, puisque ce stage actif en parallèle du stage clinique à l'hôpital permet de renforcer, de compléter la formation des étudiants pour leur fin d'études. Merci bien, je vous donne la parole. Merci beaucoup encore une fois pour ces questions. Pour répondre à la question de la diversité, surtout à la question que vous avez posée par rapport à un retour en arrière. Je soutiens les propos qui ont été tenus juste avant. Nous ne souhaitons pas un retour à la PACES, mais nous voulons une évolution de la réforme sous le système d'une licence santé. Et d'ailleurs, je vous invite du coup à prendre connaissance de l'ensemble des propositions que nous faisons dans cette contribution que nous vous transmettrons avec grand plaisir. Cette licence, que vous avez déjà ? Bon, super, merci beaucoup. Cette licence a plusieurs objectifs. Premièrement, une orientation et une réorientation facilitée pour les étudiants. Une sélection hors Parcoursup qui ne soit pas discriminante pour les étudiants selon leurs origines sociales notamment. Et des années qui soient formatives et progressives pour ces étudiants. Ensuite, concernant l'orientation au lycée, j'insiste à nouveau sur le lien avec les rectorats. Je sais que dans certains territoires, pour avoir pu discuter avec certains territoires, des liens se créent entre les universités et le rectorat au sein même de ces territoires pour faciliter l'accès notamment par les étudiants
associatifs ou non associatifs, de pouvoir représenter leur filière, de pouvoir présenter leurs études et les débouchés de leurs études au sein même des écoles, collèges, lycées. Et c'est, je pense, nous pensons, excusez-moi du terme, la manière la plus juste, entre guillemets, la plus facile de pouvoir motiver des collégiens et lycéens à rentrer dans ce type d'études, c'est notamment du coup une passation par les pairs avec une différence d'âge qui est faible. Pour revenir à la proposition que vous avez faite, en tout cas au CHU de Saint-Ouen, le forum que vous avez pu évoquer notamment, c'est des mesures aussi qui participeront à l'orientation, de pouvoir faire découvrir dès le plus jeune âge le milieu professionnel, notamment les professions de santé. Concernant les stages, aujourd'hui en pharmacie nous sommes peu concernés par cette idée du coup de stage dans des structures privées parce que nous réalisons nos stages déjà dans des structures privées au sein même des officines. En revanche, il est intéressant de pouvoir réfléchir justement à des stages dans d'autres types de structures telles que des structures qui favorisent l'interprofessionnalité, notamment les CPTS et les MSP. Et encore une fois, j'insiste dessus, un stage qui se passe dans de bonnes conditions, c'est un étudiant qui restera. Il est nécessaire d'avoir des mesures incitatives qui permettent aux étudiants de réaliser ces stages dans de bonnes conditions. Et pour conclure une fois de plus nos propos, nous nous positionnons sur une voie unique et commune qui facilite une orientation et qui conforte les étudiants dans leur choix de filière. Merci en tout cas pour cette audition. Très bien, merci beaucoup. Et on termine par M. Bèche-Carrière. Très rapidement, puisque comment dire quelque chose quand tout a été dit, je soutiens évidemment tout ce qui a pu être annoncé précédemment. Juste, je reviendrai sur deux choses. La question des stages, qui est une question très intéressante. Pour ce qui est, vous le savez, dans le cadre des études de médecine, c'est quelque chose qui est très apprécié et déjà mis en place par les étudiants, de pouvoir aller faire des stages en périphérie, ce qu'on appelle les stages périphériques, où un étudiant va aller dans un centre hospitalier périphérique et pas forcément dans un CHU ou chez un médecin généraliste. Et on le voit, ce genre de modalité d'apprentissage, enfin de stage pratique, c'est quelque chose qui permet de découvrir les ruralités, en tout cas pas les grandes métropoles et les CHU, et qui permet ensuite d'imaginer, ce qui est peut-être plus compliqué dans un CHU, une vie, on va dire, un exercice dans des zones sous-denses. Je conclurai du coup désormais. Je pense que ce qu'il faut bien retenir ici, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer un modèle qui répond à la problématique principale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui n'ont pas réussi à accéder aux études de santé. Le modèle qu'on propose, qui est ni un tout pass ni un tout là, c'est un modèle licence santé. Peut-être que le nom vous a un peu porté à confusion. C'est pas une LAS, c'est pas un tout LAS. On porte une licence santé. Ce modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'une part, avec des enseignements santé majoritaires en première année, aux étudiants souhaitant s'orienter et réussissant à s'orienter dans les études de santé, d'être formés correctement pour leur poursuite d'études, et d'autre part, pour les étudiants qui, malheureusement, c'est la réalité, n'arriveront pas à atteindre les études de santé, de construire progressivement un projet professionnel et de s'orienter. Donc, on vous invite évidemment à lire ou relire cette contribution, et si vous le souhaitez, à venir échanger avec nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et puis de nous permettre de continuer à avancer dans nos travaux. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie de notre commission ce matin avec l'audition de Monsieur Bay pour l'agence de biomédecine. Merci beaucoup. Merci à vous.
Monsieur Bay, allez, venez à côté de moi. Oui, non, mais je pense qu'il y a un sujet.